bonjour à tous. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, est très préoccupé par ce qu'il qualifie d'acharnement judiciaire à l'encontre des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, inculpés pour des faits de révolution et d'insurrection. Le REDAC dénonce l'utilisation des tribunaux militaires pour juger des civils et exige la libération et l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de ces militants du MRC pour mener des actions visant à obtenir leur libération. Le REDAC interpelle en premier lieu le président de la République, Paul Biya. Ensuite, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Au-delà des questions des droits de l'homme, Laurent Esso est également très attendu sur les préoccupations d'insécurité juridique pour les acteurs économiques au Cameroun. Invité vendredi 16 avril 2021 à une rencontre de haut niveau avec le groupement interpatronal du Cameroun, le ministre de la Justice a fait part de son indisponibilité à la veille de la rencontre. Cependant, l'annonce de l'envoi d'une délégation de son ministère n'a pas reçu l'assentiment du JICAM, son président Célestin Tawamba s'exprimant au nom des acteurs économiques et membres de l'organisation patronale, a précisé que cette importante concertation était prévue avec le ministre d'État, ministre de la Justice. Refusant d'accueillir sa délégation, le JICAM reste disposé à accueillir par contre Laurent Esso à une prochaine date à sa convenance. Dès lors, pourquoi cette affaire suscite autant de controverses à la fois sur les attitudes des membres du gouvernement et celles du président du JICAM? Pourquoi y a-t-il urgence à organiser une concertation entre le ministre de la Justice et le secteur privé? L'urgence est une expression souvent galvaudée dans les discours politiques de certains membres du gouvernement, mais l'efficacité de l'action gouvernementale reste floue au Cameroun en raison de l'absence de feuilles de route, d'objectifs précis et d'indicateurs clairs. Une question fuse alors que sont devenues les fameuses feuilles de route ministérielles? Les différentes actions gouvernementales ont-elles vraiment œuvré de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations? Rien n'est moins sûr dans une architecture gouvernementale où les cercles de pouvoir et de décision se multiplient, souvent en marge de la réglementation. Illustration avec la task force logée à la présidence de la République et le comité interministériel logé dans les services du Premier ministre, toutes deux organisations chargées du suivi et de la coordination de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Quels sont les enjeux et les conséquences de ce télescopage des compétences? Y a-t-il une guerre de pouvoir? Qui gouverne au Cameroun au regard de ces multiples comités interministériels et task force logés à la présidence de la République? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le fil Ariane de cette émission. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Droit de réponse, une émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des invités de haut vol. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Désiré Sikati. Bonjour. Bonjour, c'est Noufélé. Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau en ma compagnie. Mes hommages également à tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être dans vos studios. Vous êtes secrétaire délégué du MRC chargé des questions des droits de l'homme. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, ce dimanche sur Droit de réponse, il s'appelle Martin Zan. Martin, oui. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les Camerounais et un bonjour particulier, n'est-ce pas, aux populations de Ngouantet dans l'arrondissement de Kolmatet. Vous êtes militant du RDPC, le parti au pouvoir. Affirmatif. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de Droit de réponse, il est analyste politique, il s'appelle Aristide Monod. Aristide, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les co-discutants de ce jour, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Merci de m'avoir associé une fois de plus à cette lourde émission de désenclavement politique de la société politique camerounaise, pour ne pas parler des mœurs politiques, au moment où il y a tout un débat, ma foi, inutile autour de la pertinence du cro-plein des émissions politiques. Il faut rappeler tout simplement qu'il s'agit d'une mauvaise appréciation, surtout dans un contexte où on a besoin des citoyens un peu plus politisés pour essayer de booster les dirigeants, où on a besoin des Camerounais qui doivent apprendre
à défendre leurs droits, également s'acquitter de leurs devoirs dans un contexte où les uns et les autres semblent cantonner la notion de politique dans une seule dimension, c'est-à-dire celle de la politique politicienne. Et pourtant, on sait qu'il y a beaucoup de déclinaisons qui découlent en fait de cette notion, et les anglo-saxons sont un peu plus clairs sur cette classification, cette sous-division de la politique. Faire la politique ne signifie pas seulement aller dans un parti. On peut également soutenir une action publique, procéder à une action publique, à une politique publique. On peut procéder à une évaluation. On peut également faire de la politique étant tout simplement un technocrate. Donc, ceux qui pensent que le trop plein de débats politiques est inutile au Cameroun ou contre-productif sont tout simplement dans l'erreur, parce que tout est politique, y compris les secteurs les plus insoupçonnés comme la culture, comme la religion. Tout est politique, surtout dans nos contextes où il y a une certaine politisation assez poussée de la chose publique. Et des questions politiques, nous en parlerons dans cette émission. Il y apportera sa contribution. Il est éditorialiste quotidien, La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. J'adresse un bonjour particulier à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises de la diaspora. Et d'entrée du jeu, je reste avec vous, Edmond Kamgia, pour évoquer cette task force logée à la présidence de la République. On n'en a pas fini d'analyser les points d'ombre dans la mise en œuvre de cette nouvelle organisation visant, selon la correspondance du secrétaire général de la présidence de la République, à assurer elle aussi le suivi, la coordination de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Or, en 2020, il y a eu un comité interministériel mis en place par le président de la République, placé sous la coordination du Premier ministre, chargé des mêmes missions. Comment comprendre l'existence de ces deux structures? Edmond Kamgia. À la vérité, il faut dire que c'est une situation très embarrassante. Elle est d'autant embarrassante que la structure précédente, le comité interministériel, qui a été mis sur pied sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, par le chef de l'État, n'a pas été officiellement dissous. Une nouvelle structure a été mise sur pied, la Task Force, qui va désormais coordonner et superviser l'ensemble des activités liées à la riposte, à la lutte contre la propagation du coronavirus. Et le contexte dans lequel la Task Force est née survient dans un contexte dans une situation assez particulière, parce que cela survient au moment où il y a eu des audits, notamment l'audit de la Chambre des comptes, qui a fait un rapport, et lequel rapport met en lumière un certain nombre d'informations qui montrent qu'il y a eu des dérives, il y a eu des situations pas très acceptables de la part de certains acteurs qui ont géré, n'est-ce pas, les activités liées à la lutte contre le coronavirus, notamment le fond de lutte contre la Covid-19. Maintenant, rentrons dans le fond du sujet pour dire que on est dans une situation ambiguë. On ne sait plus qui gouverne au Cameroun. On sait très bien que le président de la République, n'est-ce pas, c'est lui qui fixe les orientations, la politique du gouvernement, les grandes orientations, mais également c'est lui qui attribue, n'est-ce pas, qui donne au Premier ministre, chef du gouvernement, la décision de faire ceci ou cela. Et le rôle du Premier ministre, chef du gouvernement est clairement indiqué dans la Constitution. C'est pour cela que le comité interministériel est encore sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement. La task force qui survient, je le disais tantôt, embarrasse, mais davantage, on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que la création de la task force, qui a été, d'après le communiqué du ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, créée sur haute instruction du chef de l'État, mais dont le texte est signé par le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, est-ce que ce document met également, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il crée la task force, est-ce qu'il met fin à la décision prise par le même chef de l'État qui avait nommé clairement le Premier ministre chef du gouvernement pour superviser le comité interministériel? C'est la première question. La deuxième question qu'on peut se poser est celle de savoir si, au jour d'aujourd'hui,
est-ce que la task force va de fait travailler parallèlement avec le comité interministériel qui est supervisé avec le premier ministre chef du gouvernement, à partir du moment où le premier ministre chef du gouvernement n'a pas été officiellement dessaisi de ses fonctions? Et la troisième question, comment cela se peut-il que dans une gouvernance qui se veut sérieuse et normale et même efficace, que une task force soit créée alors que le bilan de la gestion du comité interministériel n'a pas été clairement, officiellement été effectué pour que la task force soit créée comme étant une solution au manquement clair, rendu public, connu par le chef de l'État lui-même. Voilà les principales questions qui nous montrent qu'en réalité, nous sommes dans une situation ambiguë où il est important pour le chef de l'État de clarifier les rôles des uns et des autres pour ne pas laisser cours à des supputations. Des supputations qui vont dans le sens que nous sommes dans un véritable duel ou bicéphalisme du fait où le premier ministre chef du gouvernement fait un travail, mais en même temps, à côté de lui, il y a le ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République, qui fait le même travail avec une valeur ajoutée parce qu'il serait à la présidence de la République, il assiste le président de la République dans ses fonctions, et là, on ne sait plus qui gouverne effectivement. Il faudrait que le chef de l'État clarifie cette situation. Après vous, Edmond Kamgametre, Désiré Sikati, sur les conséquences de la création d'une deuxième task force logée à la présidence chargée du suivi et de l'autorisation des ventilations des financements liés au Covid-19. Pour vous, c'est une mise sous tutelle des différents départements ministériels chargés de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Comment appréciez-vous cette gouvernance ? Disons que si on veut être poli dans les termes qu'on utilise pour s'exprimer sur cette question-là, on peut être tenté de dire que c'est une mise sous tutelle. Bon, maintenant, si on veut aussi être cru, on peut dire que c'est un acte de cacophonie gouvernementale, parce que je suis quand même surpris de voir que dans un pays qui a une constitution qui prévoit que le Premier ministre est chef du gouvernement et que c'est lui qui est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation, je suis surpris de voir cette façon de travailler au niveau de la présidence de la République qui consiste pour le président à communiquer avec le Premier ministre par procuration. Quand je dis par procuration, c'est-à-dire mandater le secrétaire général de la présidence de la République pour passer des messages au Premier ministre qui, au demeurant, est le chef hiérarchique du secrétaire général de la présidence. Je suis quand même étonné de voir qu'au Cameroun, le président de la République est incapable de convoquer un conseil ministériel. Déjà, je pense que le dernier conseil qui avait été convoqué au Cameroun devrait dater de plus de 4 ans. Voilà, en général, dans les pays où la gouvernance marche bien, le président de la République convoque un conseil ministériel. S'il a des orientations nouvelles à apporter sur une question aussi délicate que la question de la santé liée à la Covid-19, au cours du conseil ministériel, naturellement, il dit au Premier ministre ainsi qu'aux autres membres du gouvernement quelle est la nouvelle orientation qu'il entend donner. Voilà, laquelle orientation peut naturellement lui permettre de retirer à certains membres du gouvernement une partie de leurs compétences. Donc je dis, il y a cette cacophonie gouvernementale-là qui me pose un véritable problème. Et la cacophonie gouvernementale va plus loin en ce sens que elle donne à la fin un rôle de pantin au Premier ministre. Un pantin qui, en réalité, serait là peut-être juste pour meubler une galerie, alors qu'au fond, il n'aurait pas de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de ce cas de la task force-là, mais il faut quand même se rappeler que par le passé, on a eu plusieurs cas de figure où le secrétaire général de la présidence envoyait carrément... Bon, c'est vrai qu'en général, il passe toujours par le secrétaire général du Premier ministère. Voilà. Bon, mais on a quand même vu plusieurs cas de figure où le secrétaire général envoyait des correspondances dont la lecture laissait entrevoir que le Premier ministre était totalement dépouillé d'une bonne partie de ses pouvoirs. Et je dis, ça me pose un véritable problème parce que il y a certes la question de, tout le monde le voit d'ailleurs, qu'il y a la question de la succession,
qui est en train d'être mise en évidence par un certain nombre de membres du Sérail qui sont dans le régime et qui se bousculent déjà dans la perspective de la fin disons que la fin de règne, parce qu'en réalité, on va dire que le Cameroun, c'est une république où M. Biya a été élu, mais en vérité, on sait très bien que la façon dont M. Biya fonctionne, c'est exactement comme s'il était un roi. Parce que si vous êtes dans une république où vous ne pouvez passer des messages à votre Premier ministre, je vais quand même rappeler que le Premier ministre est la 4e personnalité de la République. Ça veut dire que dans l'ordre, dans le protocole d'État, il passe largement devant le secrétaire général en charge le secrétaire général du Premier ministère. Donc ça me pose un véritable problème. Moi, je me pose la question de savoir à la fin. On a un comité interministériel qui est chargé de gérer les questions d'urgence liées à la Covid-19. On a également une task force qui est créée. Non seulement au-delà des problèmes de courtoisie, ce que je peux appeler la courtoisie dans les rapports entre les différents ministres, il y a un problème de... Ce que je pourrais appeler, il y a un problème de chevauchement dans les compétences. Chevauchement dans les compétences parce que, comme l'a dit Edmond à l'entame de son propos, il savait que le Premier ministre est à la tête d'un comité interministériel dont les compétences lui n'ont pas été enlevées. Donc ça veut dire qu'il va continuer à travailler. Maintenant, moi je me pose la question de savoir comment ça se fait que dans un pays, vous avez des ministres à qui des portefeuilles sont confiés et que par la suite, toutes les activités qui sont liées à ces portefeuilles ministériels sont dépouillées au profit d'une entité ad hoc qui est créée à la présidence de la République. Mais le secrétaire général de la présidence de la République dit qu'il agit sur haute instruction du président de la République. Oui, sous haute... Pour vous, cette directive, cette manière de donner des directives et des orientations, est-ce que cela cadre avec les normes en matière de démocratie, de gouvernance dans une République? Déjà, M. Biya a dit qu'il est président de la République du Cameroun. À la suite de l'élection, dont le résultat a été rendu public et que nous avons contesté, M. Biya s'est imposé comme président de la République du Cameroun. Nous lui avons donné acte de cela. Maintenant, si M. Biya est président de la République du Cameroun, il est inadmissible qu'il dirige le pays par procuration. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M. Biya a des choses, des instructions à dire au Premier ministre, je pense quand même que, ne serait-ce qu'en respectant le protocole, il devrait convoquer un conseil de ministres pour le dire directement au Premier ministre, l'exprimer devant tous les membres du gouvernement de sorte qu'il n'y ait plus de suspicion. Lorsqu'on se retrouve dans ce genre d'environnement où c'est le secrétaire général qui, à chaque fois, prétend répercuter les instructions du président de la République, mais alors que le président lui-même ne parle pas, c'est normal qu'à un certain moment, certaines personnes soient tentées de penser que le président n'est plus en capacité de gouverner et que des personnes qui sont dans son entourage se seraient arrogées des privilèges au point de pouvoir supplanter le Premier ministre dans le cadre de ses activités. Donc, je dis tout cela arrive parce que on a un président de la République qui n'est pas capable d'assumer sa fonction. Quand vous regardez les pays, généralement, je n'aime pas trop prendre, quand je vais faire une analyse comparative avec le cas du Cameroun, je n'aime pas trop prendre l'exemple des pays aussi avancés tels que la France, parce que, bon, on va nous dire que la France est à des années-lumière du Cameroun, mais quand je regarde seulement ici à côté de nous, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon même, avec son président qui n'est pas en très bonne santé, le Sénégal, eh bien, ces pays tiennent un conseil ministériel toutes les semaines. Ça veut dire que M. Biya, s'il faisait exactement la même chose, au lieu d'attendre 3 ans, parce que M. Biya, il faut se rappeler qu'il tient un conseil ministériel chaque fois qu'il a changé de gouvernement. Et en général, il demande au ministre d'apporter chacun librement sa feuille de route, alors que normalement, c'est lui qui devrait donner les feuilles de route aux différents ministres et évaluer à terme, à court, moyen et long terme, si jamais les résultats sont obtenus sur la base des bilans qui sont fournis. Donc je dis, on est là dans une situation de cacophonie gouvernementale qui ne peut pas nous aider. Pourquoi? Parce que moi j'ai un véritable problème avec cette task force. Si désormais au Cameroun, chaque fois qu'il y a une situation d'urgence qui se présente, et d'ailleurs la situation d'urgence se présente pourquoi? Parce que certains membres du gouvernement ont créé des postes de lenteur pour retarder des projets qu'on devrait exécuter. Et lorsqu'on se retrouve dans l'urgence de la livraison du projet, comme c'est le cas pour les infrastructures de la CAN, eh bien, on crée un organe qu'on appelle Task Force, qui donne l'impression que les ministres qui devaient se charger du projet en temps normal ne sont pas capables de travailler et que c'est la Task Force qui veut tout faire. Moi, je veux bien croire que la Task Force est devenue une panacée. Mais dans ce cas, qu'on crée donc une Task Force, par exemple, pour les ex-employés des entreprises publiques
du Cameroun qui attendent d'être indemnisés depuis pratiquement 20 ans. Qu'on crée également une task force pour l'autoroute Douala-Yaoundé qui a commencé en 2014. Après pratiquement 7 ans, on est à 60 km de route. C'est clair qu'on est pratiquement en retard dans le calendrier de livraison. Qu'on crée une task force également pour donner un coup de pouce au ministère de l'Éducation de base, lorsqu'on voit que dans l'arrière-pays du Cameroun, nous avons quand même des enfants compatriotes qui sont assis à même le sol, soi-disant en train de suivre des cours. Donc ça pose un véritable problème. Justement, après vous, Martin Jean, sur cette perception de cacophonie gouvernementale à travers l'existence de deux structures ayant les mêmes missions, l'une logée dans les services du Premier ministre, placée sous la coordination du chef du gouvernement, et une autre qui a pour chef de file le secrétaire général de la présidence de la République. Quel est votre regard à ce sujet? Oui, monsieur Cédric Noufélé, voyez-vous, il n'y a pas de cacophonie possible. Tout est clair. Maître Sikati, c'est une règle élémentaire en droit. Nous savons bien que la mesure spéciale déroge à la mesure générale. Si le chef de l'État a d'abord confié les missions au Premier ministre et qu'en ce moment, il demande au ministre d'État, secrétaire général des services de la présidence, de créer ce qu'on appelle une task force, nous sommes en droite ligne avec le droit. C'est élémentaire. En outre, qui gouverne dans le pays? C'est le chef de l'État qui gouverne. C'est le chef de l'État. À chaque fois que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, prend un acte administratif, il y a cette mention qui ne fuit jamais, c'est sous les hautes instructions du chef de l'État. Donc le fait de mentionner simplement cette expression dans un document administratif suffit à convaincre les Camerounais que c'est le chef de l'État qui gouverne. Le chef de l'État n'est pas dans une position de convaincre. Les Camerounais savent déjà, il n'a pas besoin de publicité, de faire une publicité quelconque. Les Camerounais savent déjà qu'ils ont un chef de l'État. Ils ont un chef à la tête de notre État, c'est son Excellence Paul Biya. Il a été élu à plus de 71% de voix. Et il y avait d'autres candidats et il les a battus à plate couture. Donc au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a cacophonie entre les instructions du chef de l'État et d'autres instructions qui sont, n'est-ce pas, données à lui, confiées au Premier ministre. Ça ne peut pas être possible. C'est le chef de l'État qui déroule la feuille de route. C'est le chef de l'État qui fixe les orientations politiques, économiques et sociales de notre État. Et c'est lui qui confie les missions. Il est libre de confier les missions au Premier ministre. Il est libre de créer une task force. Encore plus, la task force a un caractère temporaire. Mais le chef de l'État doit agir dans le cadre de la Constitution. Effectivement. Et celle-ci indique que c'est le Premier ministre responsable devant le Parlement qui met en œuvre la politique de la nation. Alors lorsque le chef de l'État confie, et lorsque le chef de l'État confie ses missions qui, dans un premier temps, étaient celles du Premier ministre, à celle de son secrétaire général à la présidence de la République, est-ce que cela ne pose pas un problème? Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Le chef de l'État est en droite ligne avec la Constitution. Le chef de l'État ne va pas hors du droit qui fixe, n'est-ce pas, les règles dans notre État. Le Premier ministre, d'ailleurs, ne fait aucune sortie parce qu'il sait que le chef de l'État est en droite ligne avec la Constitution et le droit administratif. C'est du droit administratif. Maître Sikati devrait au moins l'évoquer. Lorsque le ministre secrétaire général des services de la présidence prend un acte administratif unilatéral, cet acte administratif a une grande valeur, nous le savons, dans la mesure où on fixe les instructions, on donne les instructions, le chef de l'État donne des instructions, n'est-ce pas, aux membres du gouvernement. Et on a donc, et le ministre secrétaire d'État à la présidence a parlé au nom du chef de l'État par les pouvoirs qui lui sont conférés. Voyez-vous, monsieur Cédric Noufélé, Maître Sikati, et se comporte là comme le communicant du service du Premier ministre. Du service du Premier ministre, c'est pas ça. Nous devons dire au peuple camerounais que le chef de l'État est le seul à fixer les orientations. Le Premier ministre ne vous a pas envoyé parler en son nom, défendre son service, dire qu'il est
qu'il n'est pas en droite ligne avec le chef de l'État, cela est faux. Non, c'est mon analyse, Voilà. ça m'engage. Ça vous engage. D'ailleurs, c'est bon comme ça. Mais je voudrais dire à tous les Camerounais que le chef d'État gère, le chef d'État est en vie. Et tout le monde sait qu'il est en vie. Et tout le monde le sait. Il gère l'État. C'est pas aujourd'hui qu'on va connaître le chef d'État. Vous savez que c'est un homme qui n'aime pas le bruit. C'est un homme tempéré. C'est un homme qui appelle au dialogue. C'est un homme de paix. Il n'est pas là pour faire du bruit, pour, n'est-ce pas, signifier son existence. Monsieur Cédric Noufélé. On a bien compris votre point de vue. Aristide Monod, lorsque vous suivez les différentes analyses faites ici par les représentants des partis politiques sur leur perception de la situation de gouvernance en rapport avec la mise en place de ces institutions chargées du suivi et de l'exécution des missions liées à la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème est un peu plus profond, parce que là, on est en train de conjecturer sur les conséquences d'une situation, ma foi, profonde et qui est congénitale même à la forme et au système étatique camerounais. Pour ceux qui sont favorables aux lectures juridicistes, c'est-à-dire bâties sur la lecture doctrinale du droit, ils vous diront tout simplement que nous sommes dans un régime semi-présidentiel ou alors semi-parlementaire. Mais lorsque vous regardez dans le fond, c'est-à-dire vous quittez la dimension purement juridiciste pour prendre ces lunettes d'analyste empirique, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un présidentialisme de fait, et ce présidentialisme est perverti par le gros plan ou alors la prédominance de l'homme président, donc c'est-à-dire au-delà de l'institution. Nous avons l'homme président qui continue d'avoir une certaine place prépondérante dans le fonctionnement de l'État, et cela neutralise en fait toute action de jeu de pouvoir entre les différents pouvoirs que sont le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Donc au Cameroun, on a plutôt affaire à un présidentialisme qui n'est pas forcément fort, mais un présidentialisme perverti que j'appelle généralement le présidentialisme monarchique. Je vais donc m'expliquer. Vous voyez au niveau de l'exécutif, il est supposé être bicéphale. Mais au regard de la concrétude empirique, on a plutôt un exécutif tricéphale. C'est-à-dire que nous avons le Premier ministre chef du gouvernement, nous avons le secrétaire général de la présidence de la République et nous avons le président de la République. Donc c'est pratiquement 3 poches de pouvoir. Et l'OX se situe au niveau de l'inclusion ad hoc d'un pouvoir qui est le pouvoir du secrétaire général à la présidence de la République. Et il faut dire que cela tient au fait que le Premier ministre au Cameroun est pratiquement comme le majordome de l'exécutif. Donc, il n'a pas un réel pouvoir, il exécute tout simplement les directives qui viennent directement du président de la République. Et les autres pouvoirs subissent en fait la même domination. Les différents pouvoirs sont inféodés au président de la République et à l'homme président. Maintenant, donc, comment le président agit? C'est à ce moment qu'intervient le secrétaire général de l'SGPR. Comment le président agit? Le président qui est, comme le précisait tout à l'heure, un de ses fervents sympathisants, qu'il est discret, que le président n'aime pas trop de bruit, il préfère donc envoyer au chaudron un bras séculier qui va exécuter son présidentialisme fort. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez avoir un bon nombre d'anciens SGPR en prison parce qu'ils prennent des coups qui revenaient pratiquement au président de la République. J'ai pris le temps de relire le livre de M. Atangana Mobara, ancien SGPR. Ancien SGPR, le secrétaire général de la présidence de la République au Cameroun, entre mythe, texte et réalité. Vous allez comprendre qu'en fait, que le pouvoir qui aujourd'hui
exercé par le SGPR, le ministre d'État, le ministre Ngongo, n'est pas un pouvoir usurpé. C'est un pouvoir qui est défini par les textes qui organisent la présidence de la République, qui organise le secrétariat général de la présidence de la République. Lorsque vous essayez de lire l'historique des différents textes qui régissent le fonctionnement de cette institution, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que le président devient absent, on renforce forcément les pouvoirs du SGPR, parce que le SGPR doit continuer à agir au nom du président. Donc en fait, vous avez par exemple la problématique soulevée par M. Edouard Tutus, qui disait tout simplement qu'il ne peut pas être comptable de ce qui lui est reproché parce qu'il agissait au nom du président de la République. À un moment donné, on peut dire que le président de la République liquide les SGPR, c'est-à-dire qu'il les envoie au front et il reste derrière. Aujourd'hui, vous avez par exemple la question de la délégation des signatures qui peut s'assimiler à la délégation de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le décret du 9 décembre 2011 donne la possibilité au ministre d'État de signer au nom du président de la République. On n'a pas dit qu'il peut recevoir, on dit il reçoit. Pas qu'il peut recevoir, il reçoit. Donc, à un moment donné, il peut donc utiliser cette prérogative-là pour signer certaines notes et les poser sur le dos du président de la République. Et on ne peut pas facilement déterminer l'origine même des instructions. Mais de manière juridique, les instructions ont un soubassement qui peut être défendu par les différents délégataires, c'est-à-dire ceux qui reçoivent les pouvoirs du délégant, qui est le président de la République. Et le SGPR, comme je le disais, est le bras séculier du président de la République. Si on part du fait que le Premier ministre au Cameroun est un majordome, la seule personne qui reste, c'est le président de la République. Maintenant, le président de la République est transparent, il est abstrait, il reste dans l'ombre. Il envoie maintenant quelqu'un pour exécuter, et cette personne s'appelle le secrétaire général de la présidence de la République. Donc tout ce qui est fait par les secrétaires généraux à la présidence de la République relève tout simplement de la responsabilité du président de la République. Parce que, contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, le président de la République est très malin. Le président de la République fait tout et pour ne pas prendre des coups et mettre en avant plutôt des fusibles. Et ce fusible, et l'un des principaux fusibles du président de la République, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. On va peut-être critiquer certains pour l'excès de zèle, parce qu'il faut dire que lorsque vous nomme SGPR, forcément vous êtes le vice-dieu. Parce que le président de la République, par exemple, vous dit, en quittant l'aéroport, gardez bien la maison. Mais la maison, c'est quoi? La maison, c'est le Cameroun. Et pourtant, nous avons un Premier ministre qui devrait normalement être là lorsque le président n'est pas là. Mais il dit au SGPR, gardez bien la maison. Et le SGPR se retrouve donc au centre de tout. Et il a pratiquement tous les pouvoirs qui reviennent au président de la République. Malheureusement, il y a toujours la tragédie des SGPR. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes obligé de vous cette tragédie, justement, nous en parlons avec vous, Edmond Kandia. Les SGPR ont toujours clamé qu'ils tiennent leurs directives des instructions du chef de l'État, où il n'y a jamais eu de lettre précise venant du président de la République donnant de telles instructions, et ceux-ci se sont retrouvés face à la justice. Est-ce que cette haute instruction du chef de l'État, ces expressions contenues dans des correspondances, des communiqués des SGPR, suffisent à rassurer sur le plan juridique qu'il y a véritablement une responsabilité engagée du chef de l'État? Vous voyez, nous nous retrouvons dans une situation très complexe. Tout à l'heure, le représentant du RDPC disait que tout ce qui se passe est conforme au droit, qu'il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y avait pas de problème, je crois que ce n'était pas nécessaire que cette question soit mise sur la table. C'est parce qu'il y a véritablement un problème que nous débattons
de cette histoire de hautes instructions qui, à travers un communiqué, viennent dépouiller de fait un Premier ministre, chef de gouvernement, de ses attributions confiées par décret du président de la République. Et cela pose le problème de la hiérarchie des normes juridiques. Dans la hiérarchie des normes juridiques, il y a des lois, il y a des décrets, il y a les textes législatifs, il y a les textes réglementaires. Les lois et ordonnances, il y a les décrets, les arrêtés, les circulaires, les communiqués viennent au bas, très loin, en deçà. Sur la base de quoi? Un texte signé par le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, un communiqué qui informe le puant public que désormais il y a une task force et que c'est lui qui doit coordonner à travers cet organe, qui est une sorte de comité ad hoc, des prérogatives qui reviennent de droit à un Premier ministre chef de gouvernement nommé par décret, dont les prérogatives lui sont assignées encore dans le cadre de la riposte, de la lutte contre le sida, à travers le comité interministériel, par un décret. Par un décret. On me parle de la conformité avec le droit. Et si on s'arrête seulement sur la conformité avec le droit, je crois que le document qui est signé par le Premier ministre, par le ministre d'État, secrétaire général président de la République, ne peut pas être au-dessus du texte du chef de l'État par décret qui assigne des fonctions précises dans le cadre de la gestion de la lutte contre le sida, contre la Covid-19, ne peut pas être au-dessus de ce texte-là. C'est pour cela que nous pensons et réitérons que le Premier ministre chef du gouvernement, dont les attributions sont constitutionnellement reconnues, c'est lui qui met en œuvre la politique définie par le chef de l'État. C'est lui qui les défend devant les parlementaires, devant l'Assemblée nationale. C'est lui qui est responsable devant le Parlement. Et il faut le dire ici, pour rentrer pleinement dans la question que vous nous avez posée. Que valent donc ces hautes instructions? Est-ce que on est en droit de croire chaque fois que les hautes instructions qui sont annoncées dans des textes signés par le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, est-ce qu'il les tient véritablement du président de la République? On peut se poser des questions à partir du moment où, de plus en plus, la plupart des textes qu'il signe sur aux institutions du président de la République donnent lieu à des supputations, à des commentaires, et même au sein du gouvernement, il y a matière à réflexion là-dessus. Il y a parfois, il l'a adressé, je parle du secrétaire général président de la République, sur haute instruction, des missions, sans passer par le Premier ministre, à signer des missions à certains ministres, membres du gouvernement, alors que lui-même, il est ministre d'État. Il relève d'un gouvernement qui est dirigé par un Premier ministre chef du gouvernement, même si il est secrétaire général des services de la présidence de la République. Je vais revenir profondément sur la question que vous m'avez posée pour dire qu'il y a une tragédie, n'est-ce pas, dans ce que deviennent la plupart des secrétaires généraux de la présidence de la République, qui, à force de recevoir des délégations de signature, se sont hissés, ou alors se sont cru être devenus des vice-dieux. C'est-à-dire, ils se comportent de fait comme un vice-président de la République qui n'existe pas dans la Constitution. Même si leurs attributions leur permettent d'assister le président de la République dans leurs fonctions. On a par exemple eu les affaires à Tangara Mbebara, ancien secrétaire général du président de la République, et eu les affaires Marafa Amidou Yaya, ancien secrétaire général du président de la République. On a connu beaucoup d'autres secrétaires généraux du président de la République, comme Titi Sezoa, qui ont cru à un moment donné qu'ils étaient devenus des vice-dieux. Parce que le chef de l'État leur donnait la possibilité de l'assister, et même à travers les délégations de signature, il posait des actes forts. Voyez-vous, prenons le cas d'un ancien secrétaire général du président de la République qui se retrouve dans les liens de la prévention et même en détention depuis un certain nombre d'années, le cas Marafa Amidou Yaya. L'une des affaires pour laquelle il s'est retrouvé dans les liens de la prévention et en détention, c'était de l'affaire Albatros. Et dans cette affaire, au cours des audiences, à un moment donné, on lui pose la question de savoir d'où vous viennent les hautes instructions dont vous vous
dont vous prétendez être du chef de l'État pour que le ministre des Finances puisse débloquer de l'argent pour acheter cet avion présidentiel. Est-ce qu'il y a un document écrit? Vous savez, l'administration est écrite, nous sommes en droit. L'administration est écrite. On lui demande quel est le document, à travers quel document l'administration a été écrite. Vous avez prétendu que, sur haute instruction du président de la République, voici, le ministre des Finances va débloquer des sommes. Mais il a répondu qu'il n'y a pas de document. C'était des hautes instructions. On sous-entend que ces hautes instructions sont verbales. Mais que valent donc des hautes instructions verbales face à une habilitation écrite que réclamaient les juges? Et vous savez qu'est-ce qui a été décidé? Et ça l'a fait jurisprudence aujourd'hui. Mara Fami Douya a été condamné pour complicité intellectuelle. Il n'a pas pu démontrer que les instructions venaient effectivement du président de la République. Il a été condamné pour complicité intellectuelle dans cette affaire. C'est pour vous dire que dans cette affaire de hautes instructions, il y a matière non seulement à réflexion, mais il y a matière à débat. Et cela concerne pas seulement les panélistes que nous sommes ici, mais des experts en matière de droit administratif en particulier, pour, à travers la jurisprudence Marafa, nous amener à comprendre. Est-ce qu'on doit... Donc, si je m'inspire de la jurisprudence Marafa et la situation dans laquelle il se trouve, si il fallait faire le lien avec les hautes institutions dont se proclame tout le temps l'actuel ministre d'État, secrétaire général du président de la République, si demain il devait se retrouver dans les liens de la prévention, je ne le lui souhaite pas, parce qu'il y a d'ailleurs, il faut le rappeler, une première task force qu'il a coordonnée et dont on a l'impression aujourd'hui que cette task force sur le football, sur la CAN, qui a glissé, n'a pas apporté les fruits escomptés. S'il devait se retrouver dans les liens de la prévention seulement pour savoir gérer et coordonner la task force concernant le football, je crois qu'il se retrouverait dans des situations très compliquées. C'est pour dire en définitive, M. Noufele, que faisons très attention. Respectons le droit, la hiérarchie des normes juridiques. Il faut les respecter et savoir jusqu'où on peut aller. Mais ici, aujourd'hui, c'est de savoir, c'est toute la problématique de vos institutions et du texte que signe, sur haute instruction, le secrétaire général du président de la République, au nom du président de la République. Je voudrais simplement qu'on retienne, à travers la justice Marafa, que beaucoup de choses peuvent arriver à tous ceux qui deviennent secrétaires généraux à la présidence de la République et se donnent l'impression d'être des vice-dieux. Après vous, Edmond, j'aimerais avoir votre réaction, Maître Sikati, sur ce débat. Ben déjà, Cédric, je voudrais quand même dire que, contrairement à ce que le représentant du RDPC pense, je ne suis pas ici pour faire une communication pour le compte des membres du gouvernement. Donc déjà, je veux le rassurer, je n'ai pas d'affinité avec les membres de ce gouvernement et je n'ai même pas l'intention d'en avoir. Donc il s'avère que je fais des commentaires sur la base d'un certain nombre d'éléments de fait et de droit. Je pense que le Cameroun, c'est un état de droit. Il y a une constitution au Cameroun. Et s'il avait pris la peine de lire l'article 11 de la Constitution, il aurait vu que cet article dit clairement que le Premier ministre est chargé de mettre en œuvre la politique de la nation définie par le président de la République. Donc, contrairement à ce qu'il pense, ce n'est pas le président de la République qui, par décret, qui évalue ou bien définit le rôle du Premier ministre. Il savait qu'il y a une Constitution qui impose au président de la République de faire de son Premier ministre celui qui exécute la politique qu'il aura choisi. Ça veut dire de façon concrète que si M. Biya décide que demain, je vais faire vacciner dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 500 000 Camerounais, ça, il a défini une politique. Maintenant, celui qui sera chargé d'instrumenter cette politique, dans les faits, c'est le Premier ministre. C'est la Constitution qui le dit. Et la Constitution doit être inviolable. Ça veut dire que M. Biya lui-même ne peut pas remettre en cause ce que la Constitution a dit. Ce qu'on constate quand même, c'est que la task force se voit dévolu un certain nombre de missions et de compétences qui, en temps normal, ressortent du champ d'activité des membres du gouvernement. Et j'estime qu'à partir du moment où c'est lui le responsable de l'implémentation de la politique,
du président de la République est mis hors jeu, ça veut dire que non seulement M. Biya a violé la Constitution, mais en plus, on se retrouve dans une situation cacophonique où vous avez des membres du gouvernement qui se retrouvent là, qui sont là à ne rien faire. Alors, dans la task force, pour être précis, il y aura des représentants des services du Premier ministre, du ministère de la Santé et de la Délégation générale à la Sécurité nationale et d'autres départements ministériels. Est-ce que la présence de ces collaborateurs ministériels du Premier ministre et d'autres ministres vise à montrer une cohésion gouvernementale dans le cadre de l'exécution des stratégies sanitaires? Il ne peut pas avoir de cohésion gouvernementale à partir du moment où, je vous ai dit, la Constitution a déjà banalisé le cadre d'activité des membres du gouvernement. Ce que vous êtes en train de dire, c'est quoi? On pourrait dire qu'il s'est agi en fait de trouver un moyen de colmater les brèches en donnant l'impression à la communauté nationale que les différents ministères dont les compétences ont été retirées malicieusement sont représentés. Mais nous savons très bien que tous ceux qui viendront dans le cadre des réunions de concertation pour représenter ces différents services publics-là n'auront pas un véritable pouvoir de décision. Vous n'allez même pas me faire croire que si le Premier ministre désigne un chef de service pour aller dans le cadre d'une réunion qui est présidée par le secrétaire général de la présidence de la République, et bien que ce chef de service au Premier ministère peut avoir l'autorité qu'aurait eu le Premier ministre si jamais c'est lui qui passe pas à la réunion en tant que leader. Donc, je pense, j'ai dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole que on ne dirige pas un pays, quand on est président de la République, on dirige un pays soi-même, c'est-à-dire sur le plan physique, pas la présence physique et pas la présence morale. Si le Cameroun avait à sa tête un président qui organise, parce que des conseils de ministres régulièrement par semaine, on ne serait pas dans cette situation qui est une véritable cacophonie. N'en déplaise peut-être à certaines personnes, c'est une cacophonie parce que vous voyez d'ailleurs que le représentant du RDPC, il emboîte le pas pour réfléchir un peu, pour m'amener pour poser le problème en se mettant à la place des représentants du Premier ministère dont il pense qu'ils seraient forcément aussi choqués, même pas choqués, mais qui verraient les choses comme moi. Ça veut dire que même dans son fort intérieur et même de façon inconsciente, il sait que l'acte qui a été pris par le secrétaire général, le président de la République, pose un certain nombre de problèmes au niveau du... Non, mais si vous avez essayé de faire le lien... Non, je vous en prie. Les orientations, non. Les définir. Le chef de l'État... S'il vous plaît, on ne va pas quand même se chamailler pour des détails. Le chef de l'État, il fixe les orientations, mais la Constitution dit... Celui qui est chargé d'exécuter ces orientations, c'est le Premier ministre. Et le chef de l'État il n'a pas le droit de violer la Constitution. Et le chef de l'État ne peut pas donner une procuration de portée générale à son secrétaire général, à tel enseigne qu'à chaque fois, on a quand même l'impression qu'il peut se permettre de dire à un membre du gouvernement, de dire à un Premier ministre que tu es compétent pour faire ceci, tu n'es pas compétent pour faire autre chose, alors que quand bien même il lui fallut le dire, ce serait le président de la République qui aurait et l'autorité et la force constitutionnelle nécessaire pour le dire. Moi, je suis contre cette façon qui consiste à gérer le pays, je dirais, à la sauvette. Vous voyez, parce qu'en réalité, il s'agit d'une gestion à la sauvette. Un président de la République. Edmond, tout à l'heure, se posait la question de savoir... Vous mieux que le chef de l'État? Non, le chef de l'État ne gère pas. Puisqu'on ne le voit pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. On ne gère pas... On parle du chef de l'État. Il a la parole, Martin. D'accord, allez-y. Vous pensez que je ne sais pas? Je ne sais pas ce que c'est qu'un président de la République. Voilà, donc peut-être vous le savez peut-être pas. Donc, voyez-vous, un président de la République se doit d'être présent. Je disais que Edmond se posait la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qui nous garantit que c'est le chef de l'État qui aurait donné ces hautes instructions. Et ça, c'est le véritable problème. C'est-à-dire, c'est le nœud gordien parce que beaucoup de personnes qui n'ont aucune preuve qu'effectivement le chef de l'État est derrière ces instructions peuvent être tentées de penser qu'il y a quelque part une certaine forme d'usurpation de pouvoir qui va de pair avec l'usurpation de signature. Parce que si le président lui-même ne dit pas ouvertement, à la suite, par exemple, il peut organiser une conférence de presse, faire un discours à la nation pour dire, compte tenu de la situation urgente liée à la Covid-19, j'ai décidé de mettre sur pied une task force qui sera logée dans les services de la présidence de la République. C'est pas compliqué de faire ça. Et là, tout le monde sera au courant qu'effectivement, c'est lui qui est derrière. Mais si jamais il décide, il prend celui de toujours mettre le secrétaire général des services de la présidence de la République devant, eh bien, il s'engage également à assumer
les conséquences des controverses qui vont certainement naître dans l'opinion publique en fonction des visées des gens quant à savoir si est-ce que ce que le secrétaire général du président de la République dit, est-ce qu'il est vraiment dans le champ de ce que le président a défini. Il faut quand même se rappeler que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le professeur Roger Gabriel avait l'habitude de dire que le Cameroun est un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Il s'agit là d'une notion qui a toute sa valeur. Quand vous parlez d'un régime semi-présidentiel, ça veut dire que vous avez un Premier ministre qui, à côté du chef de l'État, est une véritable institution de gouvernance. Donc, le Premier ministre ne peut donc pas être simplement un majordome, comme l'a dit Aristide Monod. Limiter le Premier ministre au rôle de majordome signifie qu'il est un figurant. Non, je ne suis pas d'accord. Le Premier ministre, c'est une institution, c'est une entité dont le rôle consiste, c'est la première entité d'ailleurs. Ça, c'est selon la Constitution, mais dans les faits, non, mais sauf que dans la pratique gouvernementale, est-ce que ça se reflète concrètement? Non, justement, on débat parce qu'on constate que la pratique gouvernementale est contraire à la Constitution. Vous comprenez? Donc, ce qui devrait être, c'est que la pratique gouvernementale doit être conforme à la Constitution. Même s'il arrive des cas de figure où le président pense qu'en respectant la Constitution, il n'y va pas de l'intérêt du peuple camerounais, il faut aménager des mécanismes juridiques pour que tout se passe dans le respect du droit. Parce que pour le moment, quel que soit ce qu'on peut bien m'expliquer, je pense qu'on est dans une situation cacophonique. On est dans une situation cacophonique et le représentant du RDPC anticipe en imaginant ce qui se passe dans la tête des membres en service au Premier ministère. S'ils pensent comme ça, si au Premier ministère... Non, non, je ne parle pas. Moi, je parle comme un citoyen qui vit les choses de la cité dans laquelle il travaille, dans laquelle il vit aussi. Je lis les journaux, comme vous. J'écoute les médias. Je suis intéressé par l'activité politique de mon pays. Donc, à partir du moment où on peut avoir une situation qui peut être négative ou bien nocive pour la République, ben, vous n'allez quand même pas m'empêcher de donner mon point de vue. Alors justement, Martin, si c'est le chef de l'État qui met sur pied les task force, cela suppose qu'il est responsable de l'échec de l'organisation de la CAN 2019, puisqu'il a confié ses missions à son secrétaire général, la présidence de la République, d'œuvrer pour la construction des différents complexes sportifs dans les premiers délais impartis. Le chef de l'État nous a dit que tout sera prêt aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous avons déjà organisé le CHAN, ça s'est très bien passé. Mention, pour ne pas exagérer, 20 sur 20. Nous n'avons pas encore organisé la CAN. Et quelle mention vous donnez à ce retrait de la CAN 2019 que tout le monde attendait puisqu'il avait pris l'engagement pour qu'elle se tienne à date? Nous avons eu plusieurs événements qui nous ont, n'est-ce pas, empêchés de respecter les échéances, mais nous étions toujours dans la parole du chef de l'État. Il a parlé du jour dit. Le jour dit, M. Sédhic Noufelé n'est pas encore là. Donc nous ne pouvons pas encore faire le procès de la CAN alors qu'elle va se jouer. Et nous n'avons pas encore terminé avec tout ce qu'il va avec la CAN. Donc nous sommes en train de construire et nous allons respecter le jour dit. Tout sera prêt. C'est le chef de l'État même qui l'a dit, M. Sédhic Noufelé. J'aimerais aussi rebondir sur une affaire des secrétaires généraux de service de la présidence. Vous devez comprendre une chose, c'est que en droit administratif, lorsqu'on reçoit un dossier, on le lit, par exemple des rapports, on fait des mentions. Soit on prend un post-it, on fait la mention, on agrafe, soit on écrit sur le dossier lui-même par notre stylo, bien vouloir faire ceci, cela. Ce sont des instructions qu'un chef de l'État donne dès lors qu'il reçoit donc un dossier. Donc pour le cas, s'agissant donc du cas de la taxe force, nous ne pouvons pas dire que le ministre d'État, secrétaire général des services de la présidence, a usurpé. Il n'usurpe pas. Ce sont des instructions à lui donner par le chef de l'État lorsqu'il a reçu les rapports concernant, n'est-ce pas, le Covid ou alors encore appelé la Covid-19. Monsieur Sédhic Noufelé. Vous parlez des instructions du chef de l'État, qu'il suffit d'écrire quelques mots sur une
sur un Ça se document passe dans- officiel ça pour se que passe cela... dans tous les services. Mais en il y dehors a de une cette forme que doit revêtir une lettre administrative lorsqu'on veut adresser une instruction officielle à un collaborateur ou, bien sûr, à un collègue dans tous les services administratifs. Dans tous les Ou services. le simple stylo posé sur Dans un document tous les suffit à services. indiquer Dans que c'est tous une les- instruction du chef de l'État? Oui, monsieur Sédic Noufélé, dans tous les structures administratives, toutes les structures administratives, on utilise ce même stylo. On donne des instructions. Parfois, nous prenons, n'est-ce pas, des notes de service. Parfois, n'est-ce pas, nous donnons des instructions que nous prenons avec notre stylo. J'en veux pour preuve que tous les Camerounais qui sont dans toutes les institutions administratives, nous prenons le stylo et nous donnons des instructions à nos subalternes. Bien vouloir faire ceci et nous signons. Voilà une instruction. Et c'est ça la Et règle? la force de loi. C'est ça la règle en droit Ce administratif? n'est pas une règle, c'est l'une des règles. Sa force de Monsieur, sa force de droit. Monsieur Sédic Noufélé, voyez-vous, le chef de l'État, à lui seul, est une institution. La présidence en est une autre. Mais le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, c'est une institution. C'est une institution qui donne des instructions. Vous devez le comprendre. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez dans la hiérarchie des normes dire que, mais quelle est la place du droit administratif? Vous devez donc comprendre qu'en droit administratif, les instructions sont données à nos subalternes. Nous n'avons pas besoin de prendre une note de service. Nous n'avons pas besoin de prendre un décret. Nous donnons des instructions dès lors que nous avons fini de lire un rapport. Nous prenons notre stylo, on donne des instructions. Mais Martin, ce que les Camerounais ont du mal à comprendre, c'est l'absence d'organisation d'un conseil ministériel qui permettrait au président de la République de pouvoir donner ses instructions en présence d'autres ministres et de pouvoir veiller et évaluer justement l'action gouvernementale. Voyez-vous, monsieur Sédic, Pourquoi est-ce que ces conseils ministériels ne se tiennent pas pour faciliter cette cohésion tant nécessaire pour l'action du gouvernement? Ces conseils ministériels ne se tiennent pas parce qu'il n'y a pas urgence. Nous n'avons pas... Tout va pour le mieux. Le chef de l'État a son rythme. Le chef de l'État gère. Et dès lors qu'il y a un petit souci, il rappelle tout le monde à l'ordre. S'il n'y a pas conseil des ministres, c'est parce qu'il n'y a pas problème. Et il n'y a pas souci. Il donne des instructions et ces instructions doivent être respectées. Nous ne devons pas faire comprendre aux populations camerounaises qui nous regardent à l'heure actuelle que le chef de l'État n'existe pas. Ça, c'est faux. Le chef de l'État est bien vivant. Il donne des instructions à qui il veut. Il définit les orientations politiques, économiques et sociales de la nation. Et il définit qui les applique. C'est vrai, d'une part, que la Constitution demande au Premier ministre de mettre en œuvre la politique du chef de l'État. Mais après, à part cela, le chef de l'État a ce qu'on appelle le pouvoir de nommer, dans la discrétion. Il peut demander, n'est-ce pas, à faire établir une mesure spéciale pour des tâches spéciales. Je vous ai dit, s'agissant même de la task force, la task force a un caractère temporaire, donc c'est pour un temps précis. Après ce temps, la task force est dissoute. Une task force dont les actions à évaluer suscitent des interrogations, Aristide Monod, sur cette hypercentralisation dans la gestion des affaires publiques et sur des questions importantes comme celle du Covid-19. À quoi on va assister concrètement? Est-ce qu'il y aura encore, selon vous, un comité interministériel qui va se réunir chaque jeudi ou vendredi, comme c'était le cas pour le suivi des actions du Covid-19? Et à la fin de ce comité, toutes les informations vont être transmises à la présidence de la République pour une autre évaluation, contre-expertise, avant que les actions soient menées sur le terrain. Est-ce que ça ne risque pas d'alourdir la machine dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire? C'est malheureusement la conséquence plausible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on risque de se retrouver avec des superposition de responsabilités, superposition d'actions, et surtout que jusqu'ici, on ne sent pas quand même une certaine coordination d'action entre l'institution présidentielle et la primature. Et je pense que, pour revenir dans ce que nous avons qualifié tout à l'heure de la tragédie des SGPR,
Il faut dire qu'à un moment donné, lorsque vous lisez la chose de façon un peu plus froide, on a l'impression que dans cette tragédie des SGPR, le boulanger en chef, c'est le président de la République. Est-ce que vous pouvez vous C'est-à-dire expliquer? que lorsque vous regardez lorsque vous suivez les plaintes de M. Edouard Titus, c'est pratiquement des choses qui ont créé aux instructions verbales. Lorsque vous regardez la situation de Marafa Amidou Yaya, instruction verbale, vous regardez la situation de M. Atangana Mobara, c'est pratiquement la même chose parce que ces différents acteurs n'ont pas des éléments matériels pour aller justifier que les décisions venaient du président de la République. Or, le président de la République fonctionne permanemment avec des instructions qui ne sont pas écrites pour ce qui est de ces SGPR. Il les appelle au téléphone. Il vous dit, vous allez auditionner tel potentiel ministre ou un ministre ou tel ministrable. Immédiatement, vous allez vous exécuter et après vous allez produire un rapport. Le président de la République vous appelle, il vous dit, qu'en est-il de la situation de la CAN? Lui, il est peut-être à l'hôtel Continental. Il n'a pas le temps de... Il vous dit, qu'en est-il? J'aimerais que demain, que vous fassiez telle chose ou telle chose, vous prenez immédiatement le stylo. Au regard des pouvoirs qui vous reviennent en tant que délégataire, vous signez et vous mettez tout simplement haute instruction du chef de l'État. Donc pour dire qu'on peut s'acharner sur les SGPR, sur la question de l'excès de zèle, sur la question de l'accaparement abusif des différents pouvoirs que leur donnent les différents textes. J'ai rappelé un texte ici, c'est celui de 2011. Lorsque vous le lisez, vous allez vous rendre compte que le SGPR est le vice-président. C'est-à-dire qu'après le président de la République, c'est le SGPR. Et le président de la République, ayant donc cette prérogative de définir la politique de la nation, il peut donc de temps en temps laisser son suppléant définir cette politique et donner donc des injonctions au gouvernement. Je vous dis, lorsque le président de la République décide par exemple de former un gouvernement, il donne une large possibilité à son SGPR, une possibilité qu'il ne donne pas forcément au Premier ministre, qui constitutionnellement devrait être au cœur de la préparation en fait de ce texte-là qui nomme les membres du gouvernement. Donc il discute beaucoup plus avec le SGPR, il fait beaucoup plus confiance au SGPR. À un moment donné, les premiers ministres ont finalement par comprendre leur place. Lorsque vous avez par exemple le cas de M. Atangana Mobara, qui est nommé Premier ministre, c'est son adjoint à la présidence de la République. Alors imaginez donc l'emprise symbolique de M. Atangana Mobara, le SGPR, sur le Premier ministre Enoni, qui est resté son subalterne pendant des années. Ça veut dire qu'il ne peut pas développer le charisme nécessaire pour surmonter désormais, en fait, ce gap qui devrait exister entre le Premier ministre et un ministre. Et maintenant, vous avez la question même de certaines compétences qui échappent totalement au Premier ministre. Les compétences qui sont peut-être liées à la défense, à la sécurité, à la justice, échappe totalement au Premier ministre. Pourtant, le SGPR a la possibilité de pouvoir dire son mot dans ses consultations avec le président de la République ou alors dans la délégation de quelques pouvoirs à lui confier par le président de la République. Donc le problème n'est pas forcément celui des SGPR dans cette situation, dans cette tragédie des SGPR. Le boulanger en chef serait plutôt le président de la République. Et dans une telle configuration, est-ce que cela sert l'intérêt général? Est-ce que cela vise à améliorer les conditions de vie des Camerounais? Est-ce que ces discussions au sommet de l'État visent à donner des orientations claires et précises dans ce domaine? Lorsqu'on vous dit par exemple que le président de la République est jaloux de son pouvoir, vous devez comprendre qu'il n'a pas envie de le partager, qu'il n'a jamais eu envie de le partager. La configuration constitutionnelle de l'État est tout simplement une configuration de façade pour seulement contenter peut-être une certaine opinion qui serait peut-être fière d'avoir un État démocratique, un État des semi-présidentiels ou des semi-parlementaires, mais au fond, on est dans un système présidentiel perverti, où le président de la République est jaloux de ses pouvoirs. Maintenant, lorsqu'il se retrouve dans l'incapacité d'assumer physiquement ce pouvoir, il désigne donc une personne qui va donc jouer... Pas signer un simple document pour désigner quelqu'un?
J'ai bien dit lorsqu'il se Vous croyez retrouve. que J'ai dit lorsqu'il se a posé retrouve. une signature. Le chef d'État a posé une signature. C'est ça qui peut dépasser un chef d'État? Je ne sais pas si Au nous sommes point, il sur peut le même déléguer, sujet. n'est-ce pas, les compétences? Martin, je vous en J'ai prie, il a la l'impression parole. que vous êtes Ok, d'accord. dans un terrible hors-sujet. Moi, je voulais juste vous ramener. Non, moi je Alors, dis tout simplement que D'accord. lorsqu'il se retrouve dans l'incapacité, le président peut se retrouver bel et bien dans l'incapacité et il signer le délègue. droit. Et c'est pourquoi le décret du 9 décembre 2011 prévoit en fait ces situations ad hoc, c'est-à-dire le président ne peut pas agir, il laisse donc son secrétaire général agir. Maintenant, au niveau de la responsabilité, personne ne peut voir le président de la République dans ces histoires. Personne ne peut voir la culpabilité du président de la République. C'est généralement les SGPR qui sont sacrifiés. Et pourtant, ces SGPR, comme je l'ai démontré tout à l'heure, agissent généralement sous haute instruction du chef de l'État. Et le président de la République, contrairement à ce que certains ont eu à penser à un moment donné, je vous rassure, le président de la République a l'information, il sait bel et bien ce qu'il fait. Lorsqu'il tient à un SGPR, il faut avoir peur de tel ministre, il faut avoir peur de telle personne. Et pourtant, le président de la République peut tout simplement remanier le gouvernement et enlever ces dangereux. Mais il laisse faire, tout simplement, parce crois que vous pouvez affirmer vos Donc, dires. ce sont les confidences faites par Tangana Mbara dans son livre, pour ouvrage. ceux qui ont pu, bien sûr, le parcourir. Oui, Aristide. Je pense que notre ami Martin Zan Monsieur Monod, est dans un autre débat, il n'est pas avec je nous. suis avec vous. Alors, Ok, justement, merci. pour évoquer une question relative à cette task force, j'aimerais avoir Maître Désiré Sikati qui réagisse. Il y a eu cette Cannes 2019 retirée au Cameroun qui devrait en principe se tenir en 2022. La question du financement du complexe sportif d'Olembe. En février 2021, on a annoncé 55 milliards de crédits octroyés par des banques commerciales à la suite d'une convention de crédit où le chef de l'État a habilité le ministre de l'économie à signer bien sûr cette convention de crédit. Nous sommes en avril 2021, cet argent n'est pas toujours disponible et le ministre des Sports l'a reconnu en annonçant que 6 milliards ont été mobilisés sur le plan local pour payer les prestataires de l'entreprise McGill chargée d'achever ces travaux. Comment vous appréciez cette gestion? D'abord, en février, on annonce 55 milliards. En avril, l'argent n'est pas toujours disponible. On parle maintenant de 6,5 milliards donnés aux prestataires qui se sont plaints d'avoir de nombreux arriérés dans le cadre de la réalisation de ce chantier qui était confié à la task force. Ben c'est justement, vous êtes en train de m'amener à poser la problématique de la capacité de la task force à réaliser les missions qui lui sont assignées. Parce que voyez-vous, toutes les infrastructures concernant la Cannes 2019, qui naturellement a été déportée en janvier 2022, ont été financées, disons les financements ont été gérés par la task force. On a quand même un ministère des Finances au Cameroun, on a un ministère des Sports, qui en temps normal auraient dû être les structures en charge d'implémenter la mise sur pied des infrastructures sur le terrain. Et je voudrais quand même rappeler que le Cameroun a été attributaire de cette Cannes en 2014, cette Cannes qui devait se tenir en 2019. Ça veut dire qu'on avait 5 ans pour construire les infrastructures. Mais pour tous ceux qui suivent l'évolution de ces chantiers-là, les chantiers ont commencé pratiquement au cours de l'année, je pense, 2017. Ça veut dire qu'en fait, et il faut se rappeler que le président de la République, en tant que celui qui définit la politique de la nation, en réalité, c'est lui qui aurait dû donner le mot d'ordre pour demander au Premier ministre d'engager les démarches pour la mise sur pied, le financement et la mise sur pied des infrastructures. Il ne l'a pas fait, mais on a attendu quand même 2017 pour commencer les procédures sur la base du gré à gré. C'est-à-dire, on va au quartier, on cherche des amis à qui on confie un certain nombre de marchés, où il y aura certainement des rétrocommissions au profit de ceux qui ont concédé les marchés. Il faut vous rappeler que ce soit le marché de la construction du stade de Olembe, que ce soit le marché de la construction du stade de Japoma, aucun de ces marchés-là n'a fait l'objet d'un appel d'offres. Alors que nous savons bien, le stade de Japoma, je pense, c'était à l'origine, c'était 150 milliards de francs CFA. Le stade, bon, ils ont dit que c'était un complexe. Olembe, c'était 163 milliards, tout un complexe, mais il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Vous voyez? Donc, on s'est arrangé à la dernière minute pour confier cela à des amis parce qu'on savait qu'en fait, il y aurait
des surfacturations, des budgets surévalués, et qu'une bonne partie de tous ces fonds surévalués-là seront retrocédés à ceux qui se sont arrangés à mettre le Cameroun dans cette situation d'embuscade budgétaire. Quand je parle d'embuscade budgétaire, c'est-à-dire on s'est arrangé pour commencer les travaux à un moment où il fallait nécessairement faire du gré à gré pour donner aux amis. Donc, et ça, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir un bilan qui est satisfaisant. Vous pouvez qu'avoir ce genre de choses où on a vu, où un entrepreneur venait vous dire, avec une parfaite vantardise, dans les médias, qu'ils achetaient un sac de ciment à 16 500 francs, un camion de sable qui en temps normal coûte 75 000 à 500 000 francs CFA. Il dit, c'est n'importe quoi. Que même les factures, les coûts des factures de téléphone étaient répercutés à l'État. Non, et d'ailleurs, le problème aujourd'hui, c'est pas que la task force qui est incapable de pouvoir assumer certaines missions. Donc, ils me diront, non, on a des stades qui sont flambant neufs, qui sont beaux. Sauf que ces stades-là, ou même les complexes, nous coûtent pratiquement 3 fois plus cher. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le stade Olembe, franchement, en termes de nombre de places, il est inférieur au grand stade de Paris. Mais quand vous regardez le coût de construction, le stade Olembe est plus cher. Je dis le coût de construction seulement du stade. Je ne veux pas inclure les autres frais qui sont liés au complexe. Ah oui. Et c'est pareil pour le plus grand stade d'Afrique qui se trouve, je pense, ça doit être le Mandela Bay, en tout cas qui se trouve en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, c'est le Mandela Bay. Le stade de Olembe, au moment où vous et moi sommes sur ce plateau-là, bien qu'il n'étant pas terminé, coûte beaucoup plus cher. Donc, à ce moment, si vous me demandez de faire le bilan de la task force, je ne peux pas me contenter de dire, eh bien, je veux parler d'un bilan purement esthétique, en ce sens que les stades sont beaux, Claude Leroy a dit que le Cameroun est le meilleur stade d'Afrique. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On peut avoir les meilleurs stades d'Afrique en dépensant, si on peut avoir les meilleurs stades d'Afrique en dépensant 20% de ce qui a été dépensé, là, je dis que dans le rapport qualité-prix, on aura fait bonne affaire. Mais si on a des beaux stades en dépensant pratiquement 3 fois ce qu'on aurait dû dépenser, moi je dis on est en train de construire des éléphants blancs. Martin Zansussé, complexe sportif d'Olembe, qui était censé être géré par la Task Force et le ministère des Sports. En février 2021, le gouvernement a annoncé 55 milliards de crédits pour finaliser le chantier. En avril 2021, le gouvernement reconnaît que ce financement a du retard et mobilise sur la place financière locale 6,5 milliards pour payer les arriérés des prestataires de l'entreprise McGill. Comment comprendre une telle situation? Oui, une telle situation peut surgir dès lors qu'on est toujours face à la gestion. Nous savons que tout ne se gère jamais comme on pense. On peut, n'est-ce pas, fixer, n'est-ce pas, des orientations, on peut fixer un gap, mais au niveau de la matérialisation, l'argent n'est toujours pas disponible. Il s'agit de la disponibilité, n'est-ce pas, de la dette. Il faut que je rappelle aux Camerounais que le niveau d'endettement du Cameroun est très bon. La dette est soutenable au Cameroun. C'est pourquoi les partenaires veulent, n'est-ce pas, déposer leurs capitaux, leurs différents capitaux à la disposition. Mais si la dette est soutenable, pourquoi l'argent n'est pas disponible? Ça fait déjà 2 mois, pratiquement 3 mois. Et il y a 55 milliards pour finaliser ce chantier. Et il y a certainement certaines choses qui ne fonctionnent pas encore. Mais d'ici quelque temps, le chef de l'État finira par trouver une solution. À fabriquer l'argent. Déjà, nous avons déjà un début de solution avec les 6 milliards. Vous savez, M. Sédic Noufeli, d'aucuns pensent qu'on gère l'État comme dans un bouillitaria. Ce n'est pas comme ça. Vous pouvez, n'est-ce pas, contracter, n'est-ce pas, une dette à l'extérieur et il y a un temps pour la disponibilité de ces capitaux. Et si l'argent n'est pas disponible, sachez que même la personne qui doit, l'entreprise ou alors l'institution qui doit mettre des capitaux à votre disposition a sûrement aussi des difficultés. Vous savez, M. Sédic Noufeli, la Covid-19, ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est dans tout le monde entier. Cela affecte tous nos bailleurs de fonds. Et ceux qui peuvent mettre l'argent à la disposition du Cameroun trouveront, n'est-ce pas, des petits chemins. Mais, des petits ennuis, je veux dire. Mais, pour ce qui concerne les stades, nous savons que nous avons les meilleurs stades d'Afrique. Ça, il n'y a rien à dire. Bon, aussi, s'il y a eu des malversations financières, le chef de l'État ne cesse de dire, dans toutes ses adresses à la nation, qu'il luttera
contre les prévaricateurs, contre les corrompus, toute forme de corruption. Le chef de l'État le dit dans toutes ses adresses. Donc, l'opération Épervier est mise en marche. L'opération Épervier est encore mise en marche. Plusieurs personnes risqueront, n'est-ce pas, de tomber, puisque le chef de l'État lui-même l'a dit. Et nous attendons que le chef de l'État, avec tous ses pouvoirs, qu'il engage, qu'il demande des enquêtes et qu'il, n'est-ce pas, engage des responsabilités des personnalités qui seront, n'est-ce pas, prises dans les taux de la prévarication. Après vous, je voudrais avoir la réaction d'Edmond Kamgia sur les performances des membres du gouvernement. On se souvient, ici, il y a une quinzaine d'années, des feuilles de route ministérielles avaient été présentées comme des indicateurs clairs en vue d'analyser la mise en œuvre des objectifs fixés à chaque membre du gouvernement. Où sont passées ces feuilles de route ministérielles, Edmond Kamgia, au regard des critiques posées contre les actions menées par les différents membres du gouvernement? Je pense que cette question-là, on devrait la poser au président de la République. Parce que c'est lui qui avait invité, n'est-ce pas, le Premier ministre et chacun des ministres à avoir une feuille de route et à rendre compte de ce qu'ils ont effectivement fait. Mais en réalité, la question de la feuille de route repose un autre problème. Celui de l'absence de la régularité des conseils ministériels. Parce que si les conseils ministériels avaient été réguliers, le problème de feuille de route ne se poserait pas. Vous savez, par exemple, en France, c'est chaque semaine que se tiennent les conseils ministériels, où le président de la République, lui-même en personne, son Premier ministre et l'ensemble du gouvernement échangent sur ce qui a été défini, par exemple, au précédent conseil ministériel. Ça leur permet de voir comment évoluent les choses au niveau de chaque département ministériel. Et là, chaque ministre, dans sa feuille de route, puisque le président de la République qui définit la politique de la nation, il a un Premier ministre qui met en œuvre cette politique de la nation, ça se décline dans des activités, dans des programmes au niveau de chaque département ministériel. On saurait clairement comment évoluent, ministère par ministère, les actions annoncées et programmées. Parce que ce conseil ministériel n'est pas régulier, c'est la plus grande difficulté à évaluer les feuilles de route. Maintenant, que peut le Premier ministre, chef du gouvernement, qui organise, n'est-ce pas, à son niveau, n'est-ce pas, des cabinets, au niveau des rencontres avec ses ministres, qui ne sont pas, il faut le dire, dans les usages des conseils ministériels, qui relèvent plutôt de la compétence du président de la République. Il fait ce qu'il peut chaque mois avec ses ministres, qui lui rendent compte de l'évolution des activités au niveau de leur ministère, mais celui qui doit sanctionner, je peux vous le dire, à travers les usages au niveau de notre gouvernement, ce n'est pas véritablement le Premier ministre chef du gouvernement. Il ne peut que faire des rapports à la suite des actions menées par ses ministres. Il fait ses rapports, il les adresse au président de la République. C'est le président de la République qui va encore sanctionner ces ministres-là. Mais où est-il pour les sanctionner? Pourquoi ne tient-il pas les conseils ministériels pour faciliter le travail de son chef, du Premier ministre chef du gouvernement? C'est pour cela qu'en réalité, c'est difficile d'évaluer les feuilles de route. Et encore que ces feuilles de route, on ne devrait pas demander à chaque ministre de fournir sa feuille de route. Puisque quand un ministre est nommé, dans, n'est-ce pas, le texte qui le nomme, on sait clairement quelles sont ses attributions au niveau de son ministère. Et on sait clairement quel type d'activité il peut mener. On sait quels sont les objectifs que le gouvernement attend dès lors qu'il a été nommé. Donc, en réalité, j'ai l'impression que ça se passe très mal. Ça se passe plutôt mal. C'est pour cela qu'il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de traçabilité, parce qu'il n'y a pas véritablement un suivi, tant au niveau du Premier ministre chef du gouvernement qu'au niveau du président de la République. C'est pas clair, c'est pas clair. Après, vous, Maître Désiré Sikati, sur ces feuilles de route ministérielles, on observe quand même au Cameroun qu'il y a des personnalités qui battent des records de longévité à la tête de certains départements ministériels. Est-ce que c'est pour vous une confiance
du chef de l'État à l'endroit de ces personnalités-là, c'est une preuve d'efficacité reconnue de les maintenir à ces postes durant une quinzaine, une vingtaine d'années pour certains d'entre eux? Mais en général, vous allez constater que la plupart des membres du gouvernement qui sont au gouvernement depuis autant d'années, en général, vous voyez qu'il y a une certaine sclérose dans leur activité gouvernementale. Vous verrez que, et d'ailleurs, c'est pas une particularité pour les membres du gouvernement. Vous avez par exemple le directeur général du Sénamé qui était là depuis bientôt 40 ans. Ouais. Et si vous regardez bien l'administration camerounaise, que ce soit au sein de la fonction publique, que ce soit également des établissements publics, certaines entreprises publiques, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui occupent des postes de responsabilité depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, le Cameroun devrait aujourd'hui être le seul pays au monde où vous avez quand même un président de l'Assemblée nationale qui est à l'Assemblée nationale depuis, je ne sais pas, ça doit faire plus de 40 ans. Ça doit faire plus de 40 ans. Donc, en général, la sclérose, c'est la particularité de ceux qui ne veulent pas que les choses avancent. La sclérose, c'est aussi la particularité des dictatures. Pourquoi? Parce que quand je parle de sclérose, c'est-à-dire mettre les gens à des postes pendant de longues années alors qu'ils ne sont pas capables de travailler. Il s'agit aussi des stratégies qui sont choisies par les systèmes de dictature parce qu'il faut récompenser un certain nombre de personnes capitales dans votre maintien au pouvoir. Ici, il n'est pas question de s'assurer que ces personnes-là ont un rendement efficace ou bien positif pour la nation. Non, il s'agit seulement de se rassurer qu'on a autour de soi des personnes qui vous sont acquises et qui peuvent s'engager à se plier en cadre pour que vous soyez toujours maintenus. Donc je pense que ce qui peut expliquer la présence de ces personnes-là, même au sein du gouvernement, ce n'est pas forcément l'efficacité de leur activité gouvernementale, c'est tout simplement que M. Biya veut aussi avoir autour de lui en permanence un certain nombre de maillons essentiels de sa chaîne de dictature. Et maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de l'efficacité de l'action gouvernementale, des feuilles de route ou bien de l'action gouvernementale. Je pense que pour évaluer un membre du gouvernement, l'évaluation des membres du gouvernement se fait à court, à moyen, à long terme ou bien en situation d'urgence. Ça veut dire que quand le président de la République a nommé un premier ministre et que naturellement, de concert avec le Premier ministre, il a nommé les membres du gouvernement parce que contrairement à ce qu'on dit, j'ai entendu ce plateau, le président de la République, pour nommer les ministres, ne doit pas le faire en concertation avec le secrétaire général de la présidence de la République. Il choisit d'abord son Premier ministre et il se concerte avec lui pour le choix des autres membres du gouvernement. Dans le Cameroun, c'est une spécificité assez bizarre où le président se concerte avec son secrétaire général, même pour choisir son Premier ministre. C'est quand même assez particulier, mais c'est bizarre. Donc je dis, quand vous avez des ministres qui sont donc choisis à qui? Parce que le ministre ne vient pas avec sa feuille de route. Si vous dites à un ministre, venez avec votre feuille de route, ça veut dire que vous acceptez que le ministre de la Santé vienne vous dire, ok, je vais construire un stade à Yabassi. Le ministre de la Santé, parce que vous lui avez demandé de vous dire ce qu'il va faire. Or, c'est à vous, en tant que chef du gouvernement, de dire au Premier ministre, voilà le cahier des charges ou bien le cahier des missions que je vous assigne. Oui. Je vous impartis également un timing qui correspond à temps. Ça veut dire, le ministre, il serait évalué à court terme, parce que l'évaluation à court terme, c'est ça qu'on fait à travers des conseils ministériels. Le président de la République, quand il tient son conseil ministériel, par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou bien le Sénégal, ben, le président de la République demande au Premier ministre, il demande au membre du gouvernement, monsieur le ministre, où est-ce que vous en êtes avec le projet de construction de tel centre de santé dans telle localité? Vous lui rendez compte de façon séquentielle, toutes les semaines, à telle enseigne que si vous ne faites pas votre travail, le président de la République et même le Premier ministre ne peuvent pas être mis devant le fait accompli à un certain moment et être contraints de mettre par exemple sur pied une structure aussi contestée que la task force. Parce que c'est ce qui se passe. Il y a eu un problème de suivi dans les chantiers de la CAN. C'est pourquoi on se retrouve dans la situation de task force. Moi, j'aurais encore compris que pour ce qui est de la lutte contre la Covid-19, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on évalue aussi un ministre par rapport aux questions d'urgence. La question de la Covid-19, c'est une question d'urgence qui n'était pas prévue. Maintenant, le président de la République peut assigner une mission d'urgence au Premier ministre et se rassurer également que le Premier ministre est capable d'apporter le résultat qui était escompté. Mais malheureusement, chez nous, on a au sein du gouvernement, tout le monde le sait, on a des ministres qui se sentent plus puissants que le Premier ministre. Voilà, donc ils ne se sentent pas dans l'obligation de faire une reddition de leur compte de travail au Premier ministre. Et à ce moment, on ne peut se retrouver que dans ce genre de situation où on a une activité gouvernementale qui va à volo. Alors, sur l'efficacité gouvernementale, Martin Jean, il y a d'importantes réserves qui sont émises par les panélistes
au regard de l'attitude des membres du gouvernement et des objectifs assignés à leur département ministériel en matière d'amélioration des conditions de vie des populations, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, la qualité des soins de santé, l'accès à une formation professionnelle, à un emploi décent. Ce sont là quelques objectifs au regard des attributions de ces différents départements ministériels, mais la réalité est tout autre. Alors, que sont devenues ces feuilles de route ministérielles? Pourquoi il n'y a pas d'évaluation, justement, du travail gouvernemental? Pourquoi il n'y a pas l'évaluation du travail gouvernemental? Je vous ai dit, monsieur Sédou Noufele, c'est parce qu'il y a une graduation. Et quand on essaie de graduer sur l'échelle, on se rend compte que le Cameroun est au-dessus de ce qu'on attend. Donc, s'agissant de la santé, le ministre Malachi Manaouda, je prends tous les Camerounais en témoin. Comment il a géré la Covid-19? Ça a été géré des mains de maître. Je prends tous les Camerounais en témoin. À l'heure actuelle, il y a au moins, dans chaque arrondissement, au moins 3 hôpitaux. Au moins, s'il n'y a rien. Il y a des hôpitaux d'État dans chaque arrondissement. J'en veux aussi pour preuve l'élargissement des mesures de vaccination, à part des vaccinations de Covid, les autres vaccinations, s'agissant, n'est-ce pas, de la polio et autres, il y a des campagnes élargies de vaccination. On fait du porte à porte. Si c'est pour le domaine santé, d'ailleurs, nous avons une diminution du taux de mortalité et de morbidité et avec une croissance du taux de natalité. C'est un grand signe qui montre qu'au niveau de la santé, nous sommes, n'est-ce pas, comme on dit au quartier, de manière tribale, en haut. Bon, aussi, s'agissant, n'est-ce pas, de l'âge des Camerounais, comment on dit encore ça, monsieur Sédou? La longévité. Voilà. L'espérance de vie. L'espérance de vie. Voilà, c'est ça, merci monsieur Mono. L'espérance de vie au Cameroun est assez élevée. Ce n'est plus l'espérance de vie des années 80 ou alors des années 90. Nous voyons à l'heure actuelle que non seulement la population a triplé à partir de 1982, l'année où le chef de l'État devient vraiment le grand maître, il devient chef de l'État, pour me reprendre, le chef de l'État du Cameroun. Et à cette période, nous voyons qu'il y a eu une très grande croissance. Nous sommes peut-être passés de 20 millions de plus, M. Sédou Noufele, d'habitants. 20 millions de plus en 36 ans, c'est énorme. Ce monsieur a beaucoup travaillé. S'agissant, n'est-ce pas, aussi de l'emploi. Toutes les mesures sont mises sur pied à partir, n'est-ce pas, des concours directs à la fonction publique et les concours indirects. Nous avons aussi des recrutements, n'est-ce pas, dans les établissements publics administratifs. Nous avons des recrutements dans les sociétés publiques et parapubliques et d'autres recrutements dans des sociétés privées. Si tout cela est, n'est-ce pas, quantifié à l'actif du chef de l'État. S'agissant aussi, monsieur Sédou Noufele, vous avez parlé de la santé. Je suis en train de vous demander, est-ce que le travail gouvernemental est évalué au Cameroun? Il y a une quinzaine d'années, on a annoncé des feuilles de route ministérielles, une évaluation qui devait être mensuelle, parfois semestrielle. Est-ce qu'aujourd'hui, elle existe encore au regard des critiques qui sont formulées à l'encontre des actions menées jusqu'ici par certains membres du gouvernement? Cette évaluation peut ne pas exister sur le plan formel, à savoir l'officialisation, comme quoi on réunit des responsables des départements ministériels et ces responsables sont questionnés sur des questions précises. Mais aussi, je tiens à rappeler à la population camerounaise que tout est suivi à la lettre par le chef de l'État. Dès lors qu'il y a encore quelque part, l'information est ramenée au chef de l'État et on trouve une solution. Nous avons un premier ministre qui est là, qui est le chef du gouvernement. Il ne faudrait pas aussi que les gens confondent le chef de l'État, son excellence Paul Biya. Le chef de l'État et le chef du gouvernement, c'est M. Chief Djongouté. C'est lui qui gère de main de maître les ministres. C'est lui qui apporte ce qu'on appelle le management administratif. Il gère les ministres d'État, les ministres délégués, les secrétaires d'État, les secrétaires généraux. Il gère tout le monde. Et tout va pour le mieux pour le moment. Ce n'est pas parce que de manière officielle, nous n'avons pas de rencontres, mais tout est géré et nous n'avons pas de quoi que jusqu'à présent. Il y a un conseil de cabinet qui se tient chaque mois, présidé par
le Premier ministre chef du gouvernement, Aristide Monod, mais est-ce que cela suffit à une évaluation de l'action gouvernementale et une réorientation selon les objectifs assignés ou selon les situations vécues sur le territoire national? Déjà, permettez-moi de revenir sur la question des feuilles de route pour dire que l'initiative était peut-être bonne de manière théorique, mais dans la pratique, c'était, ma foi, infaisable parce que les membres du gouvernement déjà ne s'affirment pas de manière éprouvée, donc c'est-à-dire qu'avoir des ministres qui peuvent prendre des initiatives sans toutefois se référer aux instructions du chef de l'État. Vous vous rendez compte que dans notre situation, un ministre ne peut pas revenir sur deux de ses compétences sans se référer au président de la République. Cela peut peut-être trahir un certain clientélisme, un certain marketing politique pour séduire le prince, mais toujours est-il qu'au fond, il y a aussi cette réalité qui a trait au manque de charisme même de plusieurs ministres. C'est-à-dire que lorsque le président dit aux ministres que chacun de vous me présente une feuille de route, c'est-à-dire ce qu'il aura à faire pendant un bon bout de temps, il y a des ministres qui sont totalement surpris parce qu'ils ont été habitués aux hautes instructions, ils ont été habitués à consommer tout simplement ce que le président dit. Maintenant, on les met face à leurs responsabilités, ils se retrouvent donc dans une situation de crouille. C'est pourquoi, à un moment donné, dans la consommation du budget, le budget de fonctionnement est vite consommé que le budget d'investissement parce qu'on ne veut pas prendre des risques et surtout que les perviers est dehors. Donc on préfère ne pas prendre des risques. On se retrouve avec une situation de non-consommation du BIP, tout simplement parce que les gens ne veulent pas prendre des risques. Je vais revenir sur le livre sur les confidences de M. Atanamabara. Il dit, par exemple, que lors d'un conseil ministériel, le président de la République a fini de parler. Il a demandé à ses ministres de prendre la parole. Personne n'a pris la parole et puis il a clos la réunion. Comment vous comprenez cette attitude? Non, c'est-à-dire personne ne peut prendre le risque parce que si vous, en tout cas, moins vous bavardez, plus vous réduisez les risques de faire des fautes en public. Donc, c'est comme ça. On préfère ne rien dire et garder ses bons rapports et rentrer à la maison. Alors, le président de la République, dans ce genre de situation, lui qui a une capacité de compréhension assez élevée, comprend immédiatement qu'il n'a pas affaire aux gens qui veulent s'autodéterminer, mais plutôt aux gens qui veulent tout simplement rester là par rapport au prestige, par rapport aux privilèges et qui ne veulent pas prendre d'initiative. Maintenant, au niveau de l'évaluation, au niveau de l'évaluation, parce que les feuilles de route, c'est la mise sur agenda et après la mise en œuvre. Maintenant, au niveau de l'évaluation, il faut dire que des structures d'évaluation n'existe pas. On a l'impression que c'est plutôt le judiciaire qui évalue. C'est lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation alambiquée avec la justice qu'on se rend compte qu'il y a une évaluation. C'est-à-dire que les montants peuvent être détournés, mais du moment où vous n'êtes pas encore arrêté, on ne peut pas avoir une idée de ce que vous avez fait, de l'argent qu'on vous a donné. Donc, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il manque de structure d'évaluation et le président de la République qui devrait mettre sur pied des mécanismes pour évaluer permanemment est totalement absent. Mais qu'est-ce qui signifie évaluer? Évaluer ne signifie pas tout simplement venir constater qu'il y a de beaux stades, il y a des critères en matière de politique publique lorsqu'on veut mener une évaluation. Il y a la pertinence, c'est-à-dire que est-ce que la politique qu'on a menée est vraiment importante? Est-ce que c'était une nécessité? Parce qu'il peut y arriver, par exemple, qu'on a un problème de Covid et puis on achète des Prado. Est-ce que c'est une nécessité? Qu'est-ce qu'on fait avec? Quel est le rapport entre les Prado et le virus? Par exemple, si on se retrouve dans une situation où on doit donner des marchés à Oka pour aller peut-être installer quelques camps de potentiels malades de Covid, donc dans un stade, et pourtant on n'a pas encore atteint le pic, on peut bien se poser des questions sur la pertinence. Il y a des critères qui ont trait à l'efficacité. Est-ce que vous êtes sûr que la politique publique qu'on veut adopter pourra résoudre le problème qui est à l'œuvre? C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous avons par exemple un problème de système éducatif qui n'arrive pas à produire. Continue. Donc, qui n'arrive pas à produire en fait quelques solutions.
immédiatement, on vous fait comprendre qu'on va peut-être aller copier un système de promotion collective ou un système de LMD, étant donné que tous ces modèles-là ne sont pas en fait adaptés à notre environnement. Vous avez par exemple la question même, la question de la cohérence. Donc, c'est-à-dire, les montants qui sont dépensés, est-ce que ces montants-là peuvent être justifiés par rapport aux résultats? Maître Sikati revenait tout à l'heure sur la question des stades. Il ne suffit pas d'avoir des stades. Il faut se poser la question, est-ce que les stades qu'on nous livre répondent à l'argent qui a été dépensé? Est-ce que les 260 milliards dépensés pour X stade, au final, nous avons un stade qui répond à cette dépense? Donc, il ne suffit pas seulement de montrer tout simplement que entre 1982 et 2000, le Cameroun a eu un surplus de lycées peut-être de 3000 et autres. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que des moyens mis à la disposition du ministère de l'Éducation de base aujourd'hui peuvent répondre à la dépense qui a été engagée? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des stades qui répondent aux différents tarifs qui ont été mobilisés? Lorsque par exemple quelqu'un arrive et vous fait comprendre que nous avons acheté par exemple un sac de ciment à 16 550 francs CFA, il faut se poser la question, est-ce que, oui, on a eu le stade, est-ce que ça devrait coûter autant? C'est pourquoi je reviens sur la question des critères d'évaluation. Peut-être le profane, lui, voit tout simplement la route qui a été goudronnée par monsieur le maire, mais ne peut pas savoir quel est le montant déboursé par le contribuable pour avoir cette route. Et aujourd'hui, nous avons un véritable souci avec cette comptabilité. Nous avons un véritable souci avec ces évaluations parce que en amont, il n'y a pas de mécanisme et en aval, il n'y a pas une population, une société civile ou des organisations qui suivent de bout en bout les différentes politiques publiques pour éclairer l'opinion sur, par exemple, des questions d'efficacité, des questions de cohérence, des questions de pertinence ou alors des questions d'efficience même. Donc, je pense que c'est un problème un peu global et c'est pourquoi moi je reviens toujours sur la question du régressement de l'État, la configuration de notre État, la configuration du système politique, la configuration du mode de fonctionnement de notre pouvoir ne permet pas à ce que nous ayons vraiment des politiques publiques claires. Ça ne nous donne pas la possibilité de pouvoir avoir une certaine idée de ce qui se fait même au niveau de l'État et surtout que tout se gère de manière mystérieuse. Donc, c'est-à-dire que même la simple apparition publique du président de la République apparaît comme peut-être la perception de la Lune par les musulmans. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on voit le président de la République à la télé, c'est tout un événement et pourtant ça devait tout simplement relever de la banalité. Donc, il y a une certaine opacité qui ne permet pas aux citoyens d'évaluer. Il y a un certain laxisme qui ne permet pas au gouvernement d'évaluer. Il y a également une certaine abstraction totale du président de la République qui ne permet pas à ce que lui-même puisse suivre, en fait, ce que ses ministres font de l'argent du contribuable. Et dans cet environnement socio-politique, la question du dialogue public-privé s'est posée cette semaine, Edmond Kamgia, avec la rencontre initiale entre le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, et les acteurs économiques membres du JICAM. À la veille de la rencontre, prévue initialement le vendredi 16 avril, le ministre a fait part de son indisponibilité. Il a annoncé une délégation du ministère de la Justice, laquelle délégation n'a pas reçu l'assentiment du JICAM, qui a réitéré au ministre que c'est lui-même, en personne, qui a été invité et que le JICAM reste disponible à le recevoir, mais pas sa délégation. Pourquoi cette situation, cette scène suscite autant de réactions, Edmond Kamgia? En réalité, cette scène ne devrait pas susciter tant de réactions, comme je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Le JICAM n'est pas à sa première rencontre avec des membres du gouvernement. Il y a d'autres membres du gouvernement qui sont passés, qui ont eu un dialogue avec le JICAM et qui sont descendus sur le terrain, qui ont eu des discussions avec les membres du bureau et même de l'Assemblée générale du JICAM. Ce groupement interpatronal attendait effectivement la visite du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour le vendredi 16 avril dernier. Mais il y a eu une correspondance, n'est-ce pas, du ministre d'État, chargé de la Justice, garde des Sceaux, qui a annoncé que son calendrier ne lui permettait pas d'être là et qu'il enverrait une délégation.
qui n'a pas, malheureusement, qui n'a pas été accueilli par le JICAM, qui estime que, compte tenu d'un certain nombre de problèmes sérieux, d'acuité, qu'ils ont à discuter avec le ministre d'État en personne, ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, ils ne peuvent pas accueillir sa délégation. Ils ont préféré, dans un courrier du JICAM adressé au ministre d'État, ministre de la justice, garde des Sceaux, souhaiter que la rencontre avec les opérateurs économiques ait lieu une prochaine fois, lorsque le ministre d'État, ministre de la justice, garde des Sceaux, serait disponible pour cette éventuelle rencontre-là. Voilà en fait les faits. Bon, on a entendu des choses et d'autres sur les réseaux sociaux et peut-être dans certains médias qui ont laissé penser que le JICAM n'était pas en odeur de sainteté avec des membres de la délégation annoncés. Je pense que c'est d'une banalité. En réalité, c'est que le JICAM est très avancé dans un certain nombre de problèmes techniques avec le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et souhaiterait en discuter directement avec lui pour pouvoir avoir des réponses claires, pour qu'il y ait plus d'efficacité dans ce que le JICAM attend du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, tout simplement. C'est un peu comme si... Parce qu'en fait, le patronat a un rôle important dans un État. Parce que l'essentiel de l'assiette fiscale, ce sont les entreprises qui sont pour la plupart membres du JICAM. Et c'est important que dans un pays, la voix du patronat compte. Dans d'autres pays comme la France, par exemple, ce sont les ministres. C'est même le président de la République, Macron, qui prend rendez-vous avec le patronat. Ce sont les ministres concernés dans une république qui demandent à rencontrer le patronat pour en discuter, parce qu'ils sont importants pour la vitalité économique et financière du pays. Donc ce qui s'est passé dans ce que certains considèrent comme étant un incident, ce n'est pas du tout un incident. Après vous, Edmond, maître Désiré Sikati, que pensez-vous de cette situation? Le JICAM qui réitère au ministre garde des Sceaux que c'est lui qui est invité en personne à une importante concertation avec les acteurs économiques, lesquels acteurs sont confrontés à d'importants problèmes d'ordre juridique et souhaitent les adresser au ministre garde des Sceaux. Et sa délégation, elle, n'a pas été accueillie au JICAM. Pensez-vous qu'il y a une faute de la part du JICAM dans leur attitude? Déjà, il faut quand même se rappeler que le Cameroun est l'un des rares pays dans le monde où les pouvoirs publics ont toujours montré, je dis d'ailleurs toujours montré, une certaine déconsidération vis-à-vis du milieu des affaires, notamment le milieu des affaires composé des opérateurs économiques nationaux. Parce que quand vous arrivez dans un pays comme la France, vous verrez que tous les présidents qui se succèdent ont des rencontres assez régulières avec des mouvements patronaux tels que le MEDEF. Donc depuis pratiquement 40 ans que M. Biya est au pouvoir, je n'ai pas souvenance d'avoir appris un seul jour qu'il a eu une rencontre avec le patronat camerounais. Et il me semble que dans cette situation-là, on peut comprendre la sortie du JICAM comme une forme d'expression d'une certaine frustration, une façon de faire comprendre au pouvoir public qu'ils sont déconsidérés et qu'ils ne sont pas contents. Parce que voyez-vous, je ne pense pas que le problème soit lié intuitu personné à Momo Jean de Dieu. Non, ça aurait été le ministre des Finances qui serait invité, ou bien le ministre de n'importe quel ministre qui aurait été invité, ou même le Premier ministre qui aurait été invité, et qui se serait fait représenter par un collaborateur qui n'a pas vraiment le pouvoir de solution idoine à leurs problèmes, que les représentants du patronat du JICAM aurait exprimé la même, je dirais, sidération. Le véritable problème, c'est quoi? Le véritable problème, c'est que malheureusement, l'accompagnement que les pouvoirs publics devraient donner aux opérateurs économiques, comme ça se fait partout ailleurs, n'existe pas au Cameroun. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, quand vous voyez Aliko Dangote, Dangote n'est pas, il est pratiquement l'homme d'affaires noir le plus riche du monde aujourd'hui. En Afrique, le Nigeria a pratiquement ses opérateurs économiques nationaux, je dis bien nigérians, dans le trio de tête des opérateurs économiques les plus riches en Afrique. Et ils ne le sont pas parce que ces personnes sont nécessairement les plus belles. C'est parce qu'à un certain moment, les différents régimes qui se sont succédés au Nigeria
a compris que pour gagner sa véritable souveraineté, il fallait contrôler son économie. Et la meilleure façon de contrôler son économie est de le faire par ses propres compatriotes. Donc, on a balisé un chemin à des opérateurs économiques nationaux au Nigeria. Et c'est pourquoi vous avez vu l'émergence des Dangote, des Mike Adenuga, des Femi Adetola et même de Tony Emelolu. Ils sont nombreux comme ça. Mais chez nous au Cameroun, mais regardez par exemple dans le domaine de l'importation, est-ce que vous trouvez normal que par exemple des Chinois, quand ils arrivent au Cameroun, c'est un Chinois, qu'ils importent de la marchandise, qu'ils vendent de la marchandise sous douane, ça veut dire qu'ils sortent de la marchandise du port sans payer la douane, ils vont vendre avant de payer, alors que les opérateurs économiques camerounais n'ont pas les mêmes facilités. Est-ce que c'est normal? Donc, je ne vois pas, quand je regarde un peu l'architecture économique du monde, je ne vois pas un État puissant au monde qui ne contrôle pas son économie. Quand je dis qu'il ne contrôle pas son économie, je veux dire dont l'économie n'est pas d'abord entre les mains de ses propres opérateurs économiques. Le Cameroun, c'est l'une des rares cas où on peut voir des opérateurs économiques se faire malmener de la sorte. Donc, je pense que le patronat du JICAM a tout simplement voulu dire au pouvoir public, trop, c'est trop. Encore que, regardez la plupart des résolutions du Cameroun Business Forum. Quand vous écoutez les membres de ces syndicats-là, ils vous disent que les résolutions qui sont prises, et très souvent même de concert, avec les membres du gouvernement qui sont invités et qui y participent, ces résolutions ne sont jamais suivies, notamment les questions concernant les réformes fiscalo-douanières qu'il faudra envisager, également les questions liées à la justice. Donc, j'aurais été à la place de ces hommes d'affaires-là, que j'aurais perçu les choses de la même façon. Le fait d'envoyer Momo dans... C'est pas qui ça parce que c'est lui, Momo Jean de Dieu, je dis bien, ça aurait été quelqu'un d'autre. Sous d'autres cieux, d'ailleurs, sous d'autres cieux. Le JICAM, au Sénégal, par exemple, chaque année, les opérateurs économiques ont eu une rencontre avec le président de la République. C'est-à-dire pas seulement un membre du gouvernement, pas un ministre, avec le président de la République. Je trouve quand même que chez nous, que les hommes d'affaires se retrouvent à quémander des rencontres avec des hautes personnalités, alors qu'il va de la survie de notre pays, de notre économie, de la maîtrise de notre économie. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ce genre de choses. Martin Zan, comment vous appréciez cette situation, le report de cette rencontre, oui, où le ministre d'État, garde des Sceaux, est lui-même invité pour discuter avec les acteurs économiques membres du JICAM? Voyez-vous, monsieur Cédric Noufélé, je répondrai sur deux aspects, à savoir la forme et le fond. Parce que, s'agissant, n'est-ce pas, du fond, nous verrons que ce que le ministre Jean de Dieu, ministre délégué à la justice, monsieur Jean de Dieu Momo, devrait dire, n'est-ce pas, au JICAM, c'est la même chose que dira monsieur le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. C'est la même chose. Mais ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Ils n'ont pas les mêmes Martin Zan. L'autre assiste à la Il est ministre délégué de la Justice. Oui. Et c'est le ministre d'État, garde des Sceaux, qui a été invité à une rencontre avec les acteurs économiques. Ils savent que le garde des Sceaux a des pouvoirs et peut diligenter des dossiers relatifs à des litiges commerciaux ou d'insécurité juridique concernant les affaires économiques. Effectivement, puisqu'il y a le droit pénal des affaires. Et il y a ça. Mais le ministre d'État, ministre de la Justice, a délégué, n'est-ce pas, monsieur Jean de Dieu Momo, à l'assistance à cette réunion. Il lui a demandé d'aller, n'est-ce pas, le représenter pour que celui-ci lui ramène, n'est-ce pas, les revendications du JICAM et on verra ce qu'il faut faire à la mesure du possible. Mais ça, c'est dans le fond. C'est la substance, parce que en réalité, si M. Laurent Esso se présente, il tiendra les mêmes propos que M. Jean de Dieu Momo. Mais à côté de ça, sur la forme, parce que moi j'ai pris cet incident sur le plan politique. Nous devons revenir en octobre 2018. En octobre 2018, M. Jean de Dieu Momo a choisi de soutenir le candidat son Excellence Paul Biya, qui a gagné les élections à plus de 71% de fois. Alors, on aurait voulu, certaines langues auraient voulu que M. Jean de Dieu Momo soutienne, n'est-ce pas, son frère originaire de l'Ouest. Et voilà le départ du déclin de M. Jean de Dieu Momo. Quel est le lien entre le JICAM? Attendez, je vous en prie. Quel est le lien? J'aimerais poser la question. Quel est le lien entre l'invitation adressée au ministre Laurent Esso, je vous en prie, au ministre Laurent Esso, qui lui aussi est membre
cadre militant du RDPC, a aussi voté pour le chef de l'État, certainement en 2018. Oui. C'est lui qui a été invité à une rencontre en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux. Quel est le lien Voyez-vous, entre la monsieur- délégation qu'il envoie et l'invitation du JICAM? Voyez-vous, monsieur Cédric Noufélé, monsieur Célestin Tawamba et monsieur Jean de Dieu Momo sont de Tcham. Il faut que vous compreniez que les deux sont de Tcham. Et l'un tient à mettre l'autre en minorité parce qu'il n'a pas respecté ce qui s'était dit en 2018. Je vous en prie, vous êtes en train de faire un procès d'intention. C'est pas Au mon président du Je suis JICAM, un homme politique. on ne va pas faire une C'est fixation sur politique, ce que vous dites là, leurs c'est origines. Je vous en prie, nous sommes C'est sur le droit de lien, vous réponse. m'avez demandé le lien, je vous ai donné On le ne lien. fera monsieur pas, Cédric on ne Noufélé. fera pas une Que les deux fixation sont de Tcham. sur Que les êtres leurs humains origines. décident. On ne fera pas des fixations sur les origines des personnalités. Nous parlons ici des actes posés sur le plan officiel par le président du JICAM au nom des membres du JICAM qui ne sont pas tous politiques, qui ne sont pas tous des sympathisants du parti au pouvoir ou de l'opposition, mais qui avaient des préoccupations d'ordre économique et judiciaire à adresser au ministre de la Justice. Alors j'aimerais à votre suite que vous puissiez réagir, Aristide Monod, sur cette scène vécue au JICAM, où était attendu Laurent Esso, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et sa délégation qui n'a pas reçu l'avis favorable pour être au JICAM. Le JICAM a bien dit, nous vous recevrons, monsieur le ministre garde des Sceaux, lorsque vous serez disponible. Comment appréciez-vous cette situation-là? Je pense que déjà la question de l'ethnicisation du débat me paraît un peu pudique du point de vue républicain, parce qu'il faut dire que lorsque nous avons droit à s'agresser aux Camerounais ou alors à donner des consignes aux Camerounais à travers nos différentes interventions, nous devons toujours mettre en tête qu'il y a des seuils que nous ne devons pas franchir. Vous savez, la question de l'ivoiriété en Côte d'Ivoire a été beaucoup plus soutenue par des acteurs qui avaient pour objectif d'objectiver l'ivoiriété, d'objectiver le tribalisme ou alors l'ethnicisme. Il y a donc eu les professeurs d'université comme George Nyangoran Bois qui ont théorisé et défini les 5 groupes auxquels devrait appartenir le vrai Ivoirien. Et vous voyez qu'au Cameroun, on a pratiquement les George Nyangoran Bois, c'est-à-dire des universitaires, des intellectuels, des donneurs de consignes publiques qui prospèrent en fait dans cette démarche à chaque fois que le débat public vit en leur défaveur, à chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec le discours dominant qui est en train de prendre corps dans l'espace public. Forcément, il faut engager une bataille ou alors un cantonnement ethnique du débat. Et cela, ma foi, est très risqué et dangereux parce que la majeure partie des guerres civiles que l'Afrique a connues jusqu'ici portent sur des questions d'identité. Et j'aimerais tout simplement que les George Nyangoran Bois du Cameroun comprennent que le moment venu, lorsqu'on va se retrouver dans une situation où il y a des conflits identitaires ouverts, qu'ils soient tout simplement responsables, parce que jusqu'ici, nous avons des mœurs politiques qui ne sont pas encore routinisées dans la républicanité. Il faut donc faire extrêmement attention parce que ce sont des bombes que nous utilisons, que nous manipulons. Il faut savoir les manipuler. Maintenant, pour revenir à la question fondamentale, je pense que c'est après avoir vidé en fait tous les aspects objectifs qu'on peut donc rentrer dans, qu'on peut peut-être aller chercher dans la subjectivité. Est-ce que au regard de ce qui a été dit par Maître Sikati, au regard de ce qui a été dit par l'aîné Edmond, est-ce que dans un pays normal, on devrait normalement courir derrière les audiences du président de la République, les audiences du ministre de la Justice, au point d'avoir affaire plutôt à celui qui est considéré comme son subalterne? Parce que quel que soit ce qu'on peut dire au sujet de la subsidiarité, au sujet de la délégation des pouvoirs, il est clair que le fils ne sera jamais le père et le père ne sera jamais le fils. Et si le JICAM voulait avoir affaire au ministre Momo, il aurait tout simplement pris le bic et écrit au ministre Momo. Et s'il y a insistance sur la présence physique
du ministre d'État, M. Laurent Esso, ça signifie que la problématique peut ne pas être gérée de manière facile par le ministre Momo. Et surtout que nous avons abordé tout à l'heure la question de la désubstantialisation de certains membres du gouvernement, y compris même le Premier ministre qui est totalement désubstantialisé. Alors si le Premier ministre, qui constitutionnellement doit avoir la grande charge de la gestion du gouvernement, est mise en minorité par les hautes instructions du chef de l'État, à plus forte raison un ministre délégué face à son ministre de tutelle. Donc vous voyez qu'à un moment donné, nous devons comprendre la chose de manière objective. C'est un manque de considération totale. Manque de considération totale, c'est d'autant plus que le président de la République, normalement, doit comprendre qu'au-delà des questions qui sont liées à la politique, ce qui soutient un État, c'est l'économie. Lorsque vous n'êtes pas indépendant, lorsque vous n'êtes pas économiquement indépendant, vous ne serez jamais politiquement indépendant. Donc tout dépend de l'économie. Mais curieusement, on a cru dans ce pays que les hommes politiques, sans entreprise, sans réalisation, sans plantation, peuvent être plus riches que les hommes d'affaires. Non, ce sont des hommes d'affaires qui, dans un état normal, devraient être comptés parmi les milliardaires. Mais chez nous, au Cameroun, on compte les ministres et pourtant on sait bel et bien quel est leur niveau de salaire. Donc ça signifie qu'il y a une banalisation en fait de la chose économique, parce qu'on a cru au moment donné que la politique est une source de rentabilité, la politique est une source de revenus. On pouvait bien peut-être se complaire dans nos positions de politiciens et manger l'État, consommer les ressources de l'État. Donc je pense que au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut conjecturer, il faut retenir que dans un pays normal, dans un État normal qui veut se développer, la base c'est l'économie. Et lorsqu'on sait bel et bien qu'aujourd'hui, l'absorption de la masse de chômeurs, c'est pratiquement les entreprises, forcément l'État doit comprendre que pour s'en sortir, pour faire face à cette jeunesse qui pourra se mobiliser davantage, il faut savoir compter sur les entrepreneurs. Et au moment où la Covid déclenche au Cameroun, je pense que la première des choses que le président devait faire, c'était de convoquer les chefs d'entreprise pour discuter avec eux sur des modalités de ce que vous avez appelé tout à l'heure la sécurité juridique de leurs affaires. Parce que, en fait, il y a toute une implication et on sait bel et bien que s'il y a eu des mesures qui ont été levées, c'est forcément parce qu'on avait peur des impacts économiques. Donc, il faut forcément considérer ceux qui opèrent dans l'économie au lieu de continuer à les mépriser en les envoyant des ministres qui, auprès de la perception populaire, sont considérés comme des sous-ministres ou des ministrants. C'est la fin de cette émission, messieurs. Merci Aristide Monod et Maître Désiré Sikati d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, messieurs Martin Zan et Edmond Kambia d'avoir participé à cette émission. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons